pas prévu de battement, donc à mon avis, Ouais, ils nous ont dit ça, mais en fait, on a réorganisé et donc on fait un truc plus simple. d'accord, non, non, mais je vous fais super confiance. Après, on a presque une heure de débat, D'accord. donc on peut vraiment relier tout ça. C'est bon? Ok, bon, bonjour à toutes et tous. Pendant que vous arrivez, j'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde qui s'intitule, vous le savez, l'étonnante année 2011, une même révolte internationale, et qui va nous permettre, donc, dans le cadre de ce festival qui, vous le savez, porte sur les désobéissances, de parler de l'année 2011 et de multiples mobilisations qui s'y sont déroulées autour de la planète. Et donc on est très content, grâce à Quentin, d'avoir cette séance très internationale qui va nous permettre d'échanger sur l'Égypte, le Sénégal, la Tunisie, l'Espagne, les États-Unis, la Chine, la Turquie et peut-être d'autres pays encore. Je vais laisser Quentin présenter ces intervenants. Je vous remercie d'être là et je vous rappelle que après, restez, ça va être passionnant, mais il y a aussi ensuite Pierre-Judet de Lacombe pour la conclusion de ce festival autour de la question d'Antigone. Voilà. Merci Quentin, merci à vous. Merci beaucoup Liora et merci à toute l'équipe d'organisation du festival. La séance qu'on va vous proposer est ambitieuse, donc très internationale comme l'a dit Liora. L'idée c'est de partir d'un étonnement face à cette année 2011 qui a vu fleurir une série de mobilisations sur les 5 continents et qui en fait reste assez énigmatique, surtout au vu de ce qui a pu se dérouler par la suite, c'est-à-dire dans certains pays, pas dans tous ceux dont on va parler, mais dans certains pays plutôt une montée des régimes conservateurs, du nationalisme. Cette année, elle apparaît comme une sorte de petit paradis, de petite parenthèse enchantée des désobéissances sur différents niveaux, et on va se demander les uns après les autres ce qui a pu se passer en essayant de chercher des points de comparaison. Alors attendez, j'essaye de trouver le bon slide. Voilà, l'idée c'est de partir de la Tunisie, puisque dès décembre 2010, il y a eu un mouvement important qui a mis fin au long régime de Ben Ali. Ensuite, en janvier, on n'en parlera pas, mais c'est pour donner un aperçu un peu général de cette étonnante année que vous voyez sur la frise chronologique derrière nous. C'est l'Égypte, à son tour, qui a réussi à faire chuter le régime de Moubarak, de Hosni Moubarak, qui était en place depuis trois décennies. Ensuite, moins connu, on parlera avec Judith Audin, qui est spécialiste de la Chine, des mobilisations de 2011, qu'on parle parfois on en parle parfois sous le terme révolution de jasmin, qui renvoie en fait à la révolution tunisienne. Mais Judith nous montrera que c'est plus compliqué, qu'il faut remonter avant pour le comprendre, et qu'en fait les mobilisations intéressantes sont arrivées quelques années plus tard. On passera ensuite au Sénégal avec Sidi Sissoko, qui va nous parler des différents mouvements, là encore peut-être moins connus que l'Égypte ou la Tunisie, mais qui ont été au moins aussi importants et marquants politiquement. Moi, je parlerai à la suite de l'Espagne, du mouvement des indignés du mois de mai 2015. En Espagne, on dit le mouvement du 15 mai, parce que le mouvement du 15 mai a été vraiment particulièrement marquant, les occupations de places notamment. Et avant de terminer par la Turquie, c'est vrai qu'il y aurait d'autres pays à évoquer, hein. On pourrait même parler de la Grèce, on pourrait parler de l'Islande qui a changé de constitution dès 2008 après la révolution des casseroles. Mais une des approches qui nous a semblé intéressante, c'était un peu de faire éclater ce schéma-là. On terminera par Ushul qui parle de ce qui se passe plus tard à Gezi, avec l'occupation de la place Taksim par les manifestants turcs. Et alors en quelques phrases, ce qui est intéressant, c'est que en passant évidemment par le mouvement Occupy Wall Street, hein, dont j'ai pas parlé, mais dont je parlerai brièvement à l'occasion de l'Espagne, puisque c'est très similaire. Alors,
Une manière de comprendre cette série de mobilisations, c'est de parler d'une sorte d'effet domino, où chaque mobilisation s'inspirerait des précédentes. Donc Amine, source d'inspiration de Judith, qui inspire Sidi, m'inspire en moi, et voilà. Et donc comme ça, par effet de contamination, notamment des réseaux sociaux, avec cette idée que tout ce cycle de mobilisation ferait partie de ce qu'on a appelé par la suite dans la littérature le mouvement des places. L'idée qu'il y a derrière ça, sociologiquement, c'est que c'est une jeunesse de la classe moyenne supérieure, plutôt éduquée, surdiplômée par rapport à ses perspectives d'avenir, qui se retrouve confrontée au chômage et se mobilise pour des raisons essentiellement politiques ou idéologiques pour obtenir une meilleure régulation de l'économie et quelques réformes politiques. Alors ce récit-là n'est pas faux en soi, mais on va essayer de faire apparaître d'autres récits des révoltes et de montrer qu'en fait chaque mobilisation est l'objet d'un conflit pour savoir quel est le récit le plus juste. Et on va montrer qu'il y a des contre-récits dans les milieux ruraux, parmi les ouvriers, parmi les femmes migrantes, en se demandant qui sont les véritables protagonistes de ces soulèvements et en essayant de faire apparaître peut-être voilà, des groupes qui sont plus similaires, au-delà de l'image qu'on a pu en avoir, en particulier en France, et qui est un peu déformée. Le second point important, qui nous a semblé une manière d'aborder cette entreprise un peu folle quand même, qui est de parler du monde entier en 2 heures, c'était de souligner l'importance de l'économie. L'idée étant que ces mobilisations-là plongent peut-être à des degrés divers, pas partout de la même façon, mais quand même, dans la grande crise économique de 2008, celle dite des subprimes, dont on a beaucoup parlé à l'occasion du crash de Wall Street, mais qui en fait a eu des effets profonds dans les différentes économies des pays dont on va parler, et notamment à l'occasion des migrations économiques, qui sont peut-être plus importantes que les migrations des militants d'un pays à un autre. Et le dernier point, avant de donner la parole à Amine, c'est que en réalité, peut-être cette année 2011, elle déborde sur 2012, 2013, 2014, et que c'est peut-être le point de départ d'un cycle de contestation dont on n'est pas complètement sorti et qui a eu des effets politiques sur le long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que à la fin de chacune de ces mobilisations, il y a eu des formes de restauration autoritaire, mais très ambivalentes, avec des résistances à bas bruit, des transformations politiques. Et on ouvrira le débat peut-être sur ces questions-là, puisqu'on peut se demander si éventuellement Nuit debout, ou peut-être les Gilets jaunes, ou d'autres mobilisations que vous auriez connues directement ou indirectement, font pas elles aussi partie de ce cycle qui s'ouvre en 2011. Voilà, j'en dis pas plus, je donne la parole à Amine, et puis on commence ce tour de table des mobilisations dans le monde. Merci Quentin, je prends la petite télécommande. Merci à toutes et à tous, merci aux organisateurs, aux organisatrices. Je rajouterai un dernier petit mot du point de vue général et aussi organisationnel. Notre table ronde relève d'une gageure, celle de parler de autant de contextes historiques et géographiques différents, tout en tenant une question transversale. Mais nous ne voudrions pas faire une conférence sur notre tribune sans discussion. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour de nos interventions courtes, nous ouvrions la discussion avec vous. Donc, avec Quentin, quand on a commencé à réfléchir à cette étonnante année 2011, l'idée était effectivement de relever un défi, celui de faire fonctionner par contraste des contextes que tout oppose. Alors, tout oppose ou une bonne série de choses opposent, et en tout cas qui ne rentrent pas aisément, spontanément dans la réflexion du comparatisme érudit, militant et autres. On a parlé des printemps arabes, on a parlé des soulèvements africains d'Afrique de l'Ouest, on a isolé la Chine, on a isolé la Turquie, on a peut-être comparé des révoltes européennes entre elles, ou européennes et américaines, etc. Le premier défi qu'on essaie de soulever, c'est de se dire, en fait, souvent, ces comparaisons fonctionnent selon un raisonnement qui va de soi, qui finalement appauvrit plus nos réflexions qu'autre chose.
du coup, relevons le défi de comparer de manière plus large et par contraste ces contextes-là. Du coup, l'année 2011 nous est apparue comme un point de départ et pas du tout un point d'arrivée comme le présentait à l'instant Quentin, puisque comme vous allez le voir très vite, cette frise-là, qui d'ailleurs déjà ne parle pas que de 2011, et aucune de nos interventions ne sera une réflexion événementielle, comme tu disais Judith tout à l'heure, c'est-à-dire qui va réfléchir seulement à partir d'un événement ou d'une chronologie stricte, mais qui va proposer d'autres types de réflexions. Du coup, j'enchaîne sur la Tunisie, qu'on a mis chronologiquement et après, un peu arbitrairement au début, arbitrairement puisque, comme vous allez le voir, effectivement, les temporalités sont un peu plus complexes que ça. Et en Tunisie, où, comme vous vous en souvenez pour certains, il s'est passé cet événement qui relève du miracle. Ce miracle, c'est que ce jeune homme, de à peine plus de 25 ans, dans une région rurale reculée de Tunisie, qui, travailleur journalier comme beaucoup d'autres dans une économie de la débrouille au quotidien, va être empêché d'exercer ce travail, certes illégal, mais largement toléré par les forces de l'ordre, et il s'en suivra cet événement dramatique où il s'immolera par le feu devant les autorités locales de son bourg du centre-ouest tunisien. Miracle pourquoi? Miracle parce que Mohamed Bouazizi, donc cet homme-là qui mourra quelques semaines plus tard, va être l'initiateur finalement, dans son désespoir, de toute une série d'événements qui vont aller jusqu'à la chute du régime de Ben Ali, du régime autoritaire et policier, en partie de Ben Ali. Miracle pourquoi? Miracle parce que les gestes d'immolation de gens étant pris dans une économie politique de la subsistance, je n'ai pas retrouvé le chiffre exact, Quentin, mais de tête, nous avions fait une petite réflexion avec un collègue, Michael Ayari, et on avait relevé une quarantaine d'événements, c'est difficile à documenter, mais une quarantaine de suicides du même genre dans les régions intérieures en Tunisie sur les 2 ou 3 dernières années, avant que celle-ci n'ait un effet. Les autres étaient à la rubrique des faits divers, au mieux, et encore, il n'y avait pas vraiment d'écho de celle-ci. Donc le miracle, c'est plutôt que ce geste de ce désespoir de cette personne isolée, qui n'est ni militante, qui a peu d'écho, peu de médiatisation au départ, va ensuite provoquer toute une série d'événements importants. Ces événements importants, quels sont-ils rapidement? Ces événements importants, ce sera la fuite du président Ben Ali, suite à 2-3 semaines de mobilisation. D'abord, et je vous montrerai une carte un peu plus tard, dans les zones intérieures de la Tunisie, et puis ensuite en débordant sur les grandes villes, les grands bourgs, les grandes villes, et puis en devenant une grève générale qui, en quelques heures, en fait, à peine, en quelques jours, va provoquer le départ du dictateur. Mais Ben Ali, et ça c'est une image que j'ai mis là puisque ce sont des images qu'on a vues beaucoup pendant les journées qui vont plutôt être consécutives au départ de Ben Ali, à la fuite de Ben Ali. Ce sont les images où les gens, chez eux, dans leur lieu de travail, dans le magasin de là où ils vont tous les jours, décrocher les portraits du dictateur, les portraits qui étaient imposés en fait par toute une série de mécanismes du pouvoir. La Tunisie de l'époque, il y avait un parti quasi unique, on disait, parce qu'on s'amusait du fait qu'il y avait un pluralisme partisan, mais qui était assez artificiel. Le parti unique était un parti État surveillance, était un parti État surveillance administration. Donc c'était quelque chose qui était assez anachronique dans les années 2010. À travers la planète, il n'y avait plus beaucoup de situations où on trouvait ce genre de choses. Donc l'événement 14 janvier et ce qui lui est consécutif immédiatement, c'est la fin du dictateur pour les libertés. Rappelez-vous cette appellation, la révolution du jasmin, qu'on entend encore aujourd'hui. La révolution du jasmin est une appellation, alors bien sûr c'est une appellation qui renvoie à des représentations sociales qu'on pourrait qualifier de dominantes puisqu'elle a eu du succès, parce qu'elle a circulé, mais qui sont assez minoritaires en Tunisie, assez minoritaires et qui ils sont en contradiction avec d'autres types de représentations. Et là, je me suis amusé à mettre, parce que encore aujourd'hui, on trouve dans certains grands journaux européens, notamment la confusion entre Sidi Bouzid, vous voyez l'image à droite,
et Sidi Bou Saïd, celle qui est à gauche. J'aime bien ce contraste, puisque Sidi Bou Saïd à gauche, vous le voyez bien, c'est le petit village perché en haut sur la banlieue nord de Tunis, très huppé et très cosmopolite. Et Sidi Bouzid, là où Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu, ce n'est pas exactement la même région, ni la même végétation. Du coup, révolution de jasmin, certains diront pas du tout. Révolution de l'Hindi, de la figue de Barbarie, puisque c'est alors, certains collègues diraient c'est non seulement la figue de Barbarie est un fruit qu'on trouve beaucoup plus en Tunisie que ce jasmin-là qui existe que dans les contrées nord ou dans certaines villes, mais en plus la figue de Barbarie, ça sert à quelque chose, c'est utile. On la mange dans le désert et on survit grâce à ça. Sidi Bou Saïd et Sidi Bouzid, deux conceptions ou représentations de l'événement et de ce qu'il s'y est passé. Et donc en fait, une conception qui est assez intéressante, c'est l'idée que dans cette série d'événements qu'on appellera la révolution tunisienne, la question de la fin de la dictature du point de vue des libertés n'est pas nécessairement le problème principal de beaucoup des personnes qui vont se mobiliser. Et cela, on peut le comprendre notamment en regardant cette carte qui a été faite par des collègues géographes à l'époque, que je trouve assez utile ici pour mon propos. Cette carte-là montre, avec un contraste de couleurs, alors à partir du calcul du taux de pauvreté, c'est pas tant le taux de pauvreté et la manière dont ça a été calculé qui m'importe ici, c'est plutôt de montrer finalement qu'il y a un contraste saisissant entre le nord et le littoral et l'intérieur de la Tunisie. D'ailleurs, en Tunisie, on dit la Tunisie de l'intérieur pour parler des zones pauvres ou délaissés par le modèle de développement qui a été adopté post-indépendance. Et en fait, ce qui est assez saisissant pour nous ici, c'est qu'il y a un contraste de cette rapide géographie politique et économique entre les zones où les mobilisations vont commencer dès 2008. Alors là, on n'est pas en train de parler des événements révolutionnaires qui vont mettre Ben Ali, la série d'événements qui vont faire en sorte que Ben Ali va fuir, mais vous voyez ce qui est encerclé en rouge, ça marche plus déjà ? Ah si. Là, la région de Gafsa. Ah oui, bah oui, je suis bête. En tout cas, ce qui est en pointillé en rouge au centre de la Tunisie, cette région de Gafsa connaîtra, c'est une région minière extractive de phosphate, et cette région-là va connaître peut-être la série d'événements qui marquera le début de crise de légitimité générale du régime de Ben Ali. Cette crise-là va durer 6 mois, va connaître un écho national et même international. Elle va s'accompagner d'autres mobilisations. Donc là, la région de Gafsa, pardon, je reste dans le centre-ouest, c'est une zone extractive de phosphate qui est une des principales richesses à l'exportation de la Tunisie. Et les mobilisations commencent face à ce qui est jugé comme étant des octrois de postes à la compagnie publique des phosphates de Gafsa, des emplois népotiques, corrompus, etc. Donc la mobilisation tourne autour de l'emploi dans une région à la fois pauvre mais produisant les richesses du pays et dans laquelle beaucoup de gens sont au chômage. Plus au sud, à l'extrême sud, entre la Libye et la Tunisie, et la Libye a été mal orthographiée, je m'en rends aujourd'hui compte, c'est une faute d'orthographe assez fréquente, le Y est mal placé, même si en français c'est contre-intuitif. La région de Ben Garden, qui elle est en violet, est une région transfrontalière, et là des mobilisations vont avoir lieu en 2010, et cette fois-ci, il y a aussi un peu la logique de ce qui deviendra, de ce que sera aussi le geste désespéré de Mohamed Bouazizi, puisque là, ce que les révoltés de la région de Ben Garden demandent, c'est la réouverture des frontières pour pouvoir continuer à faire de la contrebande entre la Libye et la Tunisie. Donc vous voyez bien que le sens même de l'économie politique légitime pour les gens qui essaient de subvenir à leurs besoins au quotidien ne relève pas d'une revendication, on va dire, d'économie ou d'un parti politique organisé qui demanderait laissez-nous faire de la contrebande. Le geste de Mohamed Bouazizi, qui donc on revient dans le centre-ouest, la grande zone en noir, donc l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, ce sont des régions rurales, peu développées, peu d'infrastructures, peu d'emplois. Et le geste désespéré de Mohamed Bouazizi signifie pour plein d'autres gens qui ne relèvent pas de sa même condition économique, quelque chose d'important, puisqu'il fait écho à toute cette série en fait, de gens qui se mobilisent dans le pays et qui pensent
de manière simple, si je devais le dire de manière très simple, on nous empêche même de subvenir à notre besoin, alors même qu'on ne se révolte pas, qu'on consent à l'ordre global des choses. Et c'est cette chose-là qui est captée dans le geste désespéré de Mohamed Bouazizi. Et vous voyez bien que les premières manifestations qui vont grossir dans le centre-ouest de la Tunisie pour des raisons aussi de répression non calibrée, démesurée, etc., vont ensuite seulement gagner Sfax, donc la deuxième plus grande ville portuaire du pays. Et là, seulement quelque part mi-janvier et quelques jours avant la fuite de Ben Ali, on rentrera dans une logique qui relève plus de l'organisation politique de l'opposition, l'organisation syndicale qui se met en branle, etc. Pourquoi je raconte tout ça? Puisque la révolution de Jaspin, non seulement il n'y a pas de jasmin, en plus il y a des gens qui le contredisent dans leur représentation des événements qu'ils ont vécus ou pour défendre les événements tels qu'ils les conçoivent. Mais c'est pas là le plus important. Ce qui est plus important dans ce petit jeu d'appellation, c'est que aussi c'est la Tunisie qui souffre le plus d'un point de vue de trajectoire longue du développement de l'économie politique du pays, des choix économiques importants qui sont une économie largement extravertie, de l'export, d'un État qui maintient une politique des bas salaires dans le pays, un contrôle relatif des prix. Mais en fait, c'est l'envers du décor de toute cette politique-là qui n'intègre pas ces populations majoritaires-là, ou en tout cas dont ils ne se satisfont pas de leurs conditions, qui finalement émerge avec 2011, devient visible, et ce dès 2008. Et donc révolution du jasmin ou fin de la dictature pour les libertés, ce sont des choses importantes. Ce n'est pas le contre-récit qui est dominant en Tunisie à l'époque. Un mot pour conclure. Bouazizi était un commerçant de légumes, même si ce n'était pas son but dans la vie. 2011 va donner la possibilité à une libéralisation importante des espaces publics. Alors je dis ça alors qu'aujourd'hui on est redevenu un régime autoritaire en Tunisie et malheureusement en ce moment même on est encore en train d'organiser des élections fantoches où le gagnant est assuré d'avance. Mais pendant une dizaine d'années, en tout cas en Tunisie, au moins, oui, 2011-2021 à peu près, la société profonde tunisienne s'est mobilisée et a continué à se mobiliser pendant des années et des années. Et là-dedans se sont exprimés deux récits dominants, le récit de la démocratisation et de la libéralisation institutionnelle, pour le dire vite, et le récit de l'économie politique des populations qui ne vivent pas dans des régions dans lesquelles le développement a connu un changement radical malgré la démocratisation importante qu'a connue le pays. Et je m'arrêterai là pour commencer. 10 minutes. À toi, Judith. Bonjour à tout le monde. Et donc, de mon côté, je travaille sur la Chine, mais je vais commencer par préciser que si je suis spécialiste de politique comparée sur la Chine, en fait, je ne suis pas spécialiste des questions de mobilisation et d'action collective en Chine et à Hong Kong. En fait, je rencontre les mobilisations dans mes terrains, mais ce n'est pas forcément mon sujet principal de recherche. Donc ici, je vais m'appuyer surtout sur des travaux de politistes anglophones, chinois, hongkongais, notamment Samson Yuan, Edmund Chung, et pour citer une référence française sur Hong Kong, par exemple, Sébastien Weig ou Judith Pernin, qui ont travaillé vraiment sur les mobilisations à Hong Kong. Et voilà, donc pour préciser ça. Et donc pour rebondir avec le cas tunisien et amener le cas chinois, en fait je vais citer un titre d'ouvrage rédigé par une spécialiste de la Tunisie. En fait elle parlait d'économie politique de la domination, donc Béatrice Ibou. Et en fait elle a beaucoup inspiré les chercheurs sur la Chine à travers le cas tunisien. Donc en fait, en termes de taille de population, etc., c'est pas du tout comparable. Mais par contre, il y avait ce lien qu'on pouvait faire avec la Chine, d'un pays donc gouverné par un régime stabilisé, très stable, et caractérisé aussi par cette forte croissance économique. Et la croissance économique jouait un rôle un peu de contrat social, en fait, pour aller très vite. Et du coup, on a beaucoup, en fait, travaillé sur cette référence-là pour expliquer un peu les mécanismes économiques du régime autoritaire chinois.
Enfin, donc voilà, pour vous expliquer un petit peu les liens aussi qu'on peut faire en sciences politiques. Et pour faire un autre lien par l'événement, avant de parler du mouvement des parapluies de Hong Kong, bien sûr, là je suis sur la Chine continentale. En fait, l'année 2011, en Chine, il y a un groupe d'activistes chinois qui ont organisé ce qu'ils avaient imaginé être une série de protestations dites du jasmin, donc en reprenant en fait le terme jasmin, toutes les semaines, et qui ont repris ce nom des soulèvements tunisiens pour inciter des actions similaires dans la plupart des villes chinoises. Et les images en fait de ces manifestations, donc notamment à Wangfujing à Pékin, qui ont été évacuées donc avec des manifestants qui laissent des fleurs de jasmin par terre en symbole, qui ont circulé donc via les réseaux sociaux, ont participé à la constitution un peu de ce récit global des révoltes internationales et de l'effet domino, etc., qui avait touché la Chine. Alors, je vais donner quelques éléments quand même sur cette mobilisation. C'est intéressant aussi, parce qu'il y a cet écho-là à ce moment-là. Donc, le premier appel anonyme à une révolution de jasmin en Chine, inspiré du printemps arabe, a été lancé par un compte Twitter sous le nom anonyme, Mimi Secret Zero. Ce compte a été rapidement perturbé, fermé, mais en fait, ça a été repris en fait par un auteur chinois anonyme sur une plateforme, un site en langue chinoise, Boxun, qui était géré à l'étranger et ça a été publié le 19 février 2011. Et ce plan, en fait, prévoyait une action collective simultanée dans 13 villes chinoises chaque week-end. Et les organisateurs, bien sûr anonymes, estimaient que seule une action soutenue montrera donc au gouvernement chinois que son peuple attend une responsabilité et une transparence qui n'existent pas dans le système actuel de parti unique. Ça, c'était leur appel, je cite quoi. Et donc, la publication était aussi signée par une personne ou un groupe s'identifiant comme Zhongguo Molihua Goming Fatija, donc initiateur de la révolution de jasmin en Chine. Et cette proposition, elle voulait rassembler en fait les personnes touchées par une longue série de scandales socio-économiques en Chine. Donc je cite aussi une partie de cet appel. Que vous soyez le parent d'un bébé souffrant de calculs rénaux, donc causé par du lait en poudre contaminé, un gros scandale de l'époque, ou quelqu'un qui a été expulsé de force, ou qui partage un appartement collectif, ou qui est un soldat démobilisé, ou un enseignant dans une école gérée par une coopérative, ou qui a perdu sa retraite à cause des récents rachats de banques, ou un travailleur licencié, ou un pétitionnaire, etc., etc. Vous et moi, nous sommes tous des Chinois. Vous et moi, nous sommes tous avec des rêves pour l'avenir. Nous devons prendre la responsabilité de notre avenir, celui de nos enfants et petits-enfants. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de marcher jusqu'aux endroits désignés, d'être ensemble, d'observer depuis les marges, de suivre le flux et puis d'essayer de faire changer l'histoire. Donc les slogans proposés, c'était des slogans en lien avec des conditions économiques également, puisque c'était on veut de la nourriture, on veut du travail, on veut du logement, et en même temps on veut de l'équité et de la justice. Donc il y a vraiment cette économie morale aussi autour des droits à subsistance, à la qualité de vie nécessaire pour avancer. Évidemment, cette manifestation a été très suivie par les autorités. Elle a eu lieu le 20 février, par exemple, à Pékin. Donc à Wangfujing, c'est un quartier très commerçant de Pékin qui est situé à côté de la place Tiananmen, vraiment pas très loin. Et donc la manifestation a eu lieu près de 80 personnes ont été placées en garde à vue à la suite, ou ont été mis en résidence surveillée, ou ont eu des restrictions d'accès à leurs droits. Et puis on a observé une censure sur Internet avec le site Boxun qui était introuvable et hacké. Et puis dès le 30 février, donc les recherches des termes Égypte sur les moteurs chinois mettaient un message introuvable et impossible d'accéder au contenu, etc. Donc cette tolérance zéro pour les images ou les termes qui suggéraient une action collective rattachée au pays arabe devenait censuré en Chine. Le terme jasmin également a été supprimé du microblog Weibo. Et à partir de là, il y a même eu des censures plus larges des messageries Google, Gmail. Et donc, en fait, ça a un peu initié le tournant vers l'utilisation des VPN en Chine pour contourner le firewall chinois. Donc ça c'est l'aspect un peu virtuel sur les circulations. Mais en fait, si on prend encore une fois la perspective plus socio-économique de la chose, en fait,
c'est vraiment un reflet en fait de toutes ces mobilisations et ces formes de contestation, de conflits socio-économiques qui se sont développées tout au long des années 2000 en fait, dans le contexte de cette forte croissance économique de la Chine, croissance à 2 chiffres à l'époque. Ça voulait pas dire du tout qu'il n'y avait pas de contestation sociale. Enfin, cette idée du contrat social, elle fonctionne pas du tout en fait, parce que derrière en fait, il y avait aussi un accroissement des tensions sociales. Donc dès les années 90 et 2000, en fait, la mise au travail, la marchandisation en fait de la société chinoise aussi, elle a été extrêmement violente, notamment donc il y a eu un premier mouvement de licenciement de masse dans la fin des années 90 où tous les employés des entreprises d'État se sont retrouvés mis à pied, comme on dit, enfin mis au chômage, anticipé ou en pré-retraite. Donc ça a généré énormément de mouvements en fait de défense de leurs droits. Suite à ça, l'urbanisation extrêmement on va dire rapide de la Chine, ça a créé aussi des expériences répétées, extrêmement quotidiennes, d'une violence, de l'expropriation des terres ou de l'expropriation des logements en situation urbaine. Donc il y a eu tous ces éléments-là. Il y a eu effectivement toutes ces migrations en fait pour le travail, avec les ouvriers migrants qui venaient d'autres provinces pour travailler dans les métropoles et qui en fait ont commencé aussi à demander en fait qu'on respecte leurs droits, donc des revendications au niveau du travail, des scandales de corruption, des problèmes de santé en fait, donc énormément de scandales qui font que en fait il y a des mobilisations en fait multiples, mais qui étaient en fait on va dire qui n'étaient pas en fait reliées entre elles. Et en fait du coup les chercheurs chinois tendaient en fait à caractériser ces mouvements en disant c'est le Weiquan Yundong, c'est un mouvement de défense des droits que la Chine connaît, défense des droits parce qu'ils demandent tous des droits multiples, mais nous en fait on trouve qu'il y a une logique un peu commune à tout ça en fait, et du coup eux ont essayé un petit peu de faire une cohérence à tout ça, même si en fait ces mobilisations étaient très éclatées et très spontanées, et puis bon en fait elles dépendaient aussi de la structure de l'État central, local, mais du coup si vous voulez c'est une réalité en fait socio-économique et très concrète de la Chine de l'époque en termes de mobilisation. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est ce qui se passe en décalé, donc temporellement, mais très proche, sous le nom Occupy, donc encore une fois avec ses racines en fait socio-économiques, c'est que en fait, en termes de mobilisation et d'échange en fait et de circulation économique, en fait, c'est vrai que Hong Kong a été en fait la plateforme financière internationale qui a permis en fait les réformes économiques chinoises vers l'économie de marché. Passage de l'économie planifiée à l'économie de marché, c'était impossible sans Hong Kong en fait, qui était vraiment cette plateforme financière qui a permis toutes ces mises en place de réformes, d'abord par Hong Kong puis par le Guangdong, par ces zones économiques spéciales dans les années 80, et qui du coup a aussi irrigué en fait la Chine par toute cette on va dire cette dynamique associative et juridico-associative de charities et d'ONG en fait présentes à Hong Kong qui ont diffusé des méthodes ou des modalités de contestation pour défendre les droits des travailleurs via la proximité géographique, linguistique du Guangdong en fait. Et donc les mobilisations en question des droits, de défense des droits, Weiquan Yundong, en fait elles venaient surtout du Guangdong, ça devenait des cas. Je pense notamment à ce mouvement ouvrier de défense des droits des travailleurs migrants, puisque la Chine a placé dans le Guangdong ses usines du monde, cet atelier du monde, les usines Foxconn et tout ça, elles étaient basées au Guangdong, et donc en fait il y a eu énormément de contestations là-dessus. Du coup ça m'amène au cas du mouvement des parapluies de Hong Kong, qui en fait a eu ces mobilisations assez spectaculaires, mais qui étaient en fait des mobilisations qui ont associé système économique et politique, parce que donc les élites économiques et politiques de Hong Kong sont en fait imbriquées, et que donc la contestation, elle a en fait un discours très politique à Hong Kong, mais avec des racines vraiment économiques, parce que si vous voulez, il y a une synergie entre les deux. Et donc quand Hong Kong en fait conteste l'état de droit, les atteintes à l'état de droit hongkongais par la Chine et par le régime de Pékin, ça vient de cette synergie en fait entre les intérêts du secteur des affaires qui sont souvent défendus par les élites politiques dans le gouvernement de Hong Kong. Et du coup,
la mobilisation du mouvement des parapluies, elle a porté sur la revendication d'un suffrage universel à Hong Kong, mais en fait, de manière sous-jacente, à Hong Kong, le contexte socio-économique explique beaucoup. Si vous regardez en fait ce graphique réalisé par des économistes, parce que moi je ne suis pas spécialiste, c'est que on voit que les 50% les plus pauvres de Hong Kong ont vu une progression de leurs revenus moins élevée que la moyenne. Et c'est encore moins rapide dans le second graphique, qui est en fait celui qui montre la situation économique après la rétrocession. Donc depuis la rétrocession, cette progression en fait des revenus, elle est encore plus ralentie. Donc en fait, il y a cette vision que la Chine, le contrôle de la Chine sur Hong Kong ne permet pas en fait un développement économique non plus en fait. Donc c'est-à-dire que voilà, vous voyez cette synergie qui se fait. Et effectivement, il y a dans ce contexte-là, il y a une jeunesse qui est particulièrement désenchantée et qui, en fait, s'est mobilisée de plus en plus, de plus en plus massivement ces dernières années autour de cette question-là, avec un mouvement localiste qui aussi a pris à Hong Kong une dimension plus forte et qui s'est cristallisé en 2019-2020 avec des protestations de plus en plus importantes, on peut en discuter plus tard, avec des formes de plus en plus violentes d'interaction entre manifestants et policiers, et où en fait la demande en fait de transformation politique de la Chine passe d'une désobéissance civile à une désobéissance plus incivile, suite aussi à la répression policière qui a été interprétée comme un motif en fait de nous aussi réagir de manière incivile suite au premier mouvement donc des parapluies qui a duré très longtemps mais qui était statique. Là en fait on voit cette évolution du profil qui est beaucoup plus proactif en fait dans la défense contre la police. Et c'est ma dernière slide, je crois. Donc voilà. Et la fin de ce mouvement, c'est l'éclatement de la crise sanitaire avec le Covid en 2020. Et voilà. Et j'en peux en parler plus tard. Merci. Oui. Donc bonjour et puis merci beaucoup pour l'invitation. Donc au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse année 2011 ? Alors en 2011, on est dans un contexte préélectoral. Les élections présidentielles sont censées se dérouler en mars 2012. Alors quelques éléments de contexte pour des gens qui ne seraient pas familiers forcément avec le Sénégal et son histoire politique. Donc l'indépendance en 1960, le règne du Parti socialiste jusqu'en 2000. En 2000, avec un régime donc plutôt, on va dire, assez verrouillé sur le plan politique. Jusque dans les années 80-90. 2000, la première alternance avec l'arrivée au pouvoir d'Abdoulaye Wade, donc on voit en photo ici. Et cette image, malgré tout, du Sénégal comme un pays démocratique, par opposition à ses voisins, où il y a beaucoup de régimes autoritaires, et puis aussi parce que le Sénégal n'a jamais connu de coup d'État militaire. Donc en 2011, on est à la veille des élections présidentielles, à la fin du second mandat d'Abdoulaye Wade, dans un régime qui ressemble assez à celui de la France, un régime présidentiel, et donc où cette élection détermine en fait l'ensemble de la vie politique. Il y a un enjeu important à ce moment-là. C'est une réforme constitutionnelle que prévoit le président de la République, Abdoulaye Wade. Alors cette réforme en deux mots, qu'est-ce qu'elle propose ? Deux choses. Première chose, de faire un ticket présidentiel, un peu sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis, avec un président et un vice-président qui candidateraient. Deuxième chose, donner la possibilité aux candidats qui arriveraient en tête au premier tour, qui recueilleraient plus de 25% des suffrages, de tout simplement passer. Et donc supprimer la possibilité d'un deuxième tour. Ce qu'on soupçonne à ce moment-là de l'histoire du Sénégal, c'est qu'en fait cette réforme constitutionnelle, elle a pour but unique d'imposer le fils d'Abdoulaye Wade à la tête de l'État. Donc on les voit tous les deux, lui et son fils, sachant que son fils a pris des fonctions de plus en plus importantes, des postes ministériels avec des portefeuilles ministériels avec de plus en plus d'argent et de responsabilités au cours du second mandat d'Abdoulaye Wade. Le fils est assez impopulaire. Et donc l'idée, ça serait le père, lui, est resté assez populaire, et donc de miser sur la popularité du père pour gagner les élections, et ensuite
il pourrait imposer son fils à la tête de l'État, qui serait donc son vice-président. Donc, face à ça, on va assister à la naissance d'une contestation de plus en plus importante durant l'année 2011, à partir du mois de mars. Le mois de mars qui correspond à la 11e année, à l'anniversaire des 11 années d'arrivée au pouvoir d'Abdoulaye Wade. Le point d'orgue de cette mobilisation, c'est le 23 juin 2011, donc une manifestation d'ampleur devant l'Assemblée, où doit se dérouler le vote du projet de réforme constitutionnelle. Je crois qu'il y a une photo. Voilà, ça illustre bien. Donc là, on voit la photo. Vous imaginez que le bâtiment là qu'on voit derrière la statue, c'est l'Assemblée nationale. Donc il y a une vraie pression physique en fait sur les députés qui potentiellement sont en train de voter cette réforme constitutionnelle. Cette journée, elle se termine par des affrontements avec la police, les manifestants, mais elle se termine surtout par la renonciation à cette réforme constitutionnelle. Donc cette journée du 23 juin, elle passe pour être une victoire à la fois sociale, mais aussi politique de la rue. À la suite de cette journée, on va assister à la création d'un mouvement qui s'appelle le M23, donc comme mouvement des forces vives du 23 juin, qui va rassembler à la fois des acteurs des partis politiques et aussi des membres de la société civile, autour d'une nouvelle revendication. Alors maintenant, la menace autour de la réforme constitutionnelle est passée, mais maintenant l'enjeu c'est la candidature d'Abdoulaye Wade, puisque la Constitution stipule bien qu'on n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Abdoulaye Wade en est à son 2e mandat, et donc il compte se représenter à ce moment-là. Et il dit, en fait, la Constitution a changé pendant mon premier mandat, donc potentiellement ce premier mandat ne comptait pas, donc moi j'ai le droit d'en faire un 3e qui sera en fait mon second mandat. Donc la mobilisation va continuer pendant des mois. Un nouveau point d'orgue, en janvier 2012, au moment où le Conseil constitutionnel doit valider les candidatures à la présidentielle. Alors là, il finit par valider la candidature d'Abdoulaye Wade, donc nouvelle manifestation, nouvelles émeutes, avant que la logique politique finalement ne reprenne le dessus. Les partis politiques, tout simplement le déroulement des élections, vont jouer leur rôle en fait, canaliser la protestation, jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Donc là, on est en février, donc un mois plus tard, un mois après la validation des candidatures. Wade arrive en tête. Abdoulaye Wade arrive en tête avec 34% des voix, donc vous voyez qu'il était quand même encore assez populaire. Le second, c'est Macky Sall, qui arrive avec environ 25% des suffrages. Et donc, il y a un second tour qui se déroule, la réforme constitutionnelle n'est pas passée. Et tout le monde se rallie derrière Macky Sall, et Macky Sall finit par l'emporter avec un peu plus de 50% des voix. Mais vous voyez que quand même, c'est pas non plus une écrasante victoire. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs centaines de blessés, plusieurs dizaines de morts pendant ces manifestations, selon Amnesty International, et une pression importante de la rue qui va permettre donc aux élections de se dérouler à peu près convenablement. Donc ça, c'est un premier récit qu'on pourrait faire de ce qui s'est passé en 2011 au Sénégal. On peut raconter une autre histoire, quand même, en dézoomant un peu. Là, je suis focalisé sur 2011, mais on pourrait un peu dézoomer. On observe une hausse des mobilisations à partir du début du second mandat d'Abdoulaye Wade. Donc on est en 2007-2008. Ces mobilisations, elles ont parfois été associées à ce qu'on appelle plus largement les émeutes de la faim. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Souvent, c'est comme ça qu'on désigne tout un ensemble de mobilisations qui ont eu lieu en Afrique. Moi, je connais particulièrement celle de Zimbabwe, mais il y en a d'autres, en Égypte, il me semble aussi. Alors, en fait, ça correspond à la hausse des prix des denrées de première nécessité. Et donc, il y aurait beaucoup de gens qui seraient sortis pour demander à ce qu'on prenne des mesures pour limiter cette hausse. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec cette expression-là, parce qu'au Sénégal, on voit que ça prend d'autres formes. C'est pas forcément associé au prix des denrées de première nécessité. Je vais m'expliquer. Comment ça se manifeste au Sénégal? On a des manifestations de marchands ambulants. Donc là, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Amine sur la Tunisie. Des marchands ambulants qui vont manifester parce qu'on les déguerpit, donc on leur demande de partir en fait de l'endroit où ils exercent leurs activités. Donc on est en 2007-2008.
toujours 2008, on a des associations de consommateurs qui vont dénoncer l'augmentation du coût de la vie. Donc là, on est vraiment en raccord avec... et donc avec des arrestations nombreuses, plus d'une vingtaine d'arrestations pour les leaders de ce mouvement, donc une répression assez forte. Et progressivement, les revendications, enfin la question qui va cristalliser en fait le mécontentement, c'est celle de l'électricité. Donc on n'est pas tout à fait raccord avec les denrées de première nécessité. Il y a un front qui va unir à la fois des organisations de femmes, mais aussi des partis politiques d'opposition, pour protester contre la cherté de l'électricité, le prix de l'électricité. Il y a l'émergence d'une figure qui a pris une place importante dans le débat public au Sénégal, c'est l'imam Youssouf Assar, qui va fédérer le collectif des imams, un collectif d'imams qui est dans la banlieue de Dakar, pour là aussi protester contre le prix de l'électricité et appeler au boycott du paiement des factures d'électricité. À côté de ces mouvements-là, il va y avoir aussi des émeutes, des saccages d'agences. La Sénélec, c'est l'agence qui est en charge de fournir l'électricité au Sénégal. Donc il y a des agences qui vont être saquées, des saccages qui ont lieu donc dans les quartiers de la périphérie, majoritairement à Dakar. Et donc tout ce mouvement, il va encore en s'accentuant au début de l'année 2011. Le nombre des émeutes ne cesse d'augmenter. Début 2011, on a l'apparition du mouvement qui a été le plus médiatisé dans tout ça. C'est le mouvement Y en a marre, qui va être un des fers de lance de la protestation durant cette période préélectorale et qui va se déclencher en réaction aux coupures. Et en fait, si on ne fait pas le lien en fait, entre ce contexte social et cette crise de succession dont je parlais au début, on ne peut pas comprendre l'ampleur que va prendre le mouvement en 2011. Voilà, c'est ce substrat en fait, de mobilisation qui va permettre à la mobilisation de connaître un succès et qui va donner lieu à une manifestation, à une mobilisation en fait, à deux faces. D'un côté, là on voit les images de la place de l'Obélisque, on voit des images aussi du mouvement Y en a marre, et cette mobilisation à deux faces, c'est les deux photos du bas, c'est-à-dire à la fois des émeutes qui ont lieu dans les quartiers, un peu sur le modèle de ce qui se passe depuis 2007-2008, et puis une façade un peu plus institutionnelle autour de la place de l'Obélisque, qui va devenir le lieu de rassemblement des gens, et où des acteurs, on va dire, plus institutionnels, issus de la société civile, des partis politiques d'opposition, vont prendre la parole pour réclamer tout ce que je disais au début, la Constitution, pas de troisième mandat, etc. etc. Voilà, pour un horizon aperçu. Alors, j'essaye de faire avancer. Il y avait quelques autres photos qu'on n'avait pas regardées. Le mouvement Y en a marre. Voilà. Oui, alors, moi je vais parler de l'Espagne. Merci Sidi. C'est vrai que l'Espagne arrive au mois de mai, donc c'est le prolongement de ces mobilisations qu'on a vues pendant le printemps dit arabe, le printemps arabe en Égypte et en Tunisie. Et en fait, on retient essentiellement de cette année de mobilisation en Espagne ce mois de mai d'occupation de la Plaça del Sol et de la Plaça Catalunya à Barcelone, avec des dizaines de milliers de personnes qui confluent et qui finissent par occuper, comme on le voit en haut sur l'image, par occuper sous des tentes le centre-ville de Madrid, et qui sont essentiellement des jeunes, des étudiants très diplômés, organisés dans des collectifs à l'écart de toutes les centrales syndicales et politiques habituelles, qui se regroupent dans des associations qui s'appellent Juventud Sin Futuro, la jeunesse sans avenir, ou Democracia Real Ya, on veut la démocratie réelle maintenant, et un tas de collectifs qui n'ont pas de structure organisée préalable. Donc ça semble être une sorte de coup de tonnerre sous l'inspiration de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, du côté de la Tunisie, de l'Égypte, et on retrouve sur la Plaça del Sol beaucoup de références en fait à ces mouvements qu'il y a au Maghreb. Et ce mouvement-là, en fait, va inspirer par la suite à l'automne le mouvement Occupy Wall Street avec une autre occupation de place, cette fois au cœur
de Wall Street, donc ce quartier d'affaires américain avec ses grandes tours qui appartiennent aux grandes banques, Goldman Sachs, BBVA, les Deutsche Bank, etc. Bon, là, il y a vraiment un affrontement avec le cœur de l'économie. Et l'autre chose qui va se déclencher sur la scène internationale grâce au mouvement des indignés, c'est aussi des modifications politiques un peu de fond. Alors, la première, c'est la création d'un parti qui s'appelle Podemos, qui va être créé en janvier 2014 et qui est censé être la traduction politique de ce soulèvement social de 2011, dans cette vision un peu mécanique du soulèvement qui d'un seul coup se répercute dans les institutions. Et évidemment, ça va être en France, par exemple, une grande source d'inspiration pour les indignés, pour la France insoumise, pour d'autres partis politiques dans le reste du monde. Donc il va y avoir une circulation de ce modèle politique qu'on ne peut comprendre que si on s'intéresse d'abord aux indignés, indignados. Là, on le voit, 2 exemples de ces victoires politiques à l'intérieur même des institutions. La première en haut à gauche, c'est le fait que pour la première fois, une femme soit élue à la mairie de Barcelone, Ada Colau, et quelqu'un qui allait habillé en costume de supervivienda, super logement, pour interrompre physiquement par action directe les meetings des hommes politiques madrilènes ou surtout catalans parce qu'elle était en Catalogne, habillée en lycra jaune avec une cape et un petit masque, militante minoritaire des mouvements pour le droit au logement pendant les années 2000, elle se retrouve à la tête de la mairie de Barcelone où elle va rester pendant plusieurs années. Deuxième exemple, c'est celui de l'élection d'un groupe de nouveaux députés au Parlement espagnol. On voit ici un ouvrier d'une raffinerie espagnole, d'une raffinerie des Canaries. C'est intéressant pour aussi des composantes postcoloniales dont je vais parler un peu plus tard, qui porte des dreadlocks, qui arrive en t-shirt à l'Assemblée face à Mariano Rajoy, le vieux représentant, la vieille garde du conservatisme du Partido Popular espagnol, avocat d'affaires, etc. Et donc il y a cet échange de regards sur fond d'arrivée de Podemos, où une femme arrive avec son enfant dans l'Assemblée nationale en disant bah voilà, j'ai pas pu avoir de garde, les femmes travaillent et ont des enfants en même temps. Enfin voilà, il se passe beaucoup de choses au cœur des institutions grâce à cette mobilisation-là. Donc ça c'est pareil, hein, c'est comme ce que disait Sidi tout à l'heure, c'est une représentation du mouvement des indignés et de ses conséquences politiques. Moi, je vais essayer de raconter autre chose qui plonge ses racines plutôt dans la crise économique et qui fait intervenir d'autres protagonistes. C'est-à-dire que je pense que les vrais sujets politiques collectifs de cette mobilisation-là et de ces traductions dans les institutions ne sont pas forcément cette jeunesse urbaine, précarisée, sans enfants, plutôt diplômée et plutôt blanche, mais en fait des groupes sociaux un peu différents. Pour comprendre ça, il faut parler, à mon sens, de la crise économique en Espagne et notamment de l'effondrement du secteur de la construction. Donc l'Espagne, depuis la transition post-franquiste, donc après 30 ans de dictature, en 1974, connaît une transition dite démocratique avec une série de réformes, de libéralisation de l'économie, de privatisation dans différents secteurs, de la santé à l'éducation, en passant par le transport et les retraites. Et le moteur de l'économie, ça va être un mélange de construction et de crédit. Et on le voit, là, le nombre de crédits immobiliers signés tous les ans en Espagne sur les petits bâtons rouges augmente de façon très importante jusqu'en 2006-2007, jusqu'à 1,3 million de crédits immobiliers signés par an, ce qui est vraiment colossal. Et ça va tirer ce crédit-là, puisque ça permet de donner de l'argent au secteur de la construction, ça va tirer la construction des logements neufs, jusqu'à avoir plus de 660 000 logements construits en Espagne, ce qui est plus que l'Allemagne et la France, ou la France et l'Angleterre réunies, alors qu'en Espagne, il y a 46 millions d'habitants à l'époque, c'est moins qu'en France ou en Angleterre ou en Allemagne. Donc c'est un quart du produit intérieur brut du pays qui tourne de façon un peu monomaniaque autour de cette même production de marchandises, qui va aboutir d'ailleurs, comme en Chine, à des villes
nouvelles qui deviennent aussitôt des villes fantômes, où il n'y a absolument personne, et les sacs de béton sont encore éventrés, fossilisés par la pluie, sont abandonnés au milieu des herbes folles, enfin, des images assez saisissantes de villes entièrement à l'abandon. Alors, ce que cette situation crée en Espagne, c'est des populations qui sont touchées de façon brutale par deux choses. Par la dette et le chômage dans le secteur de la construction. Par la dette, puisque moi j'ai essayé, partant de la Plaza del Sol, je suis allé dans les petites villes, les petits villages où on fabrique des briques, où on fabrique ces villes fantômes, pour essayer de voir comment est-ce que les gens vivent, et on s'aperçoit de niveaux de dette extrêmement importants qui ont contribué à la création d'une association des affectés pour la dette, Afectados por la Hipoteca, dont la porte-parole va être Ada Colau, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui devient la maire de Barcelone. Cette association, elle est créée en 2009 et pas en 2011. Et ça, c'est un élément, je pense, essentiel pour comprendre ce qui se passe en Espagne à cette époque-là, parce que c'est un problème économique de surendettement dans les milieux populaires qui arrive bien avant la mobilisation des jeunesses urbaines de centre-ville. Donc c'est la dette, c'est des personnes qui ont 200, 300 000 euros à rembourser, qui même expulsés de leur logement à cause de la législation espagnole doivent rembourser toujours une dette pendant 10 ou 20 ans. Donc ils sont des familles qui sont à la rue et qui ont toujours la mochila, le sac à dos de dettes dont elles essayent de se délester. Et ça crée un mouvement massif contre les banques. Ça, c'est peut-être une spécificité, c'est-à-dire c'est peut-être moins directement le gouvernement que les acteurs financiers, les banques, les fonds d'investissement qui sont ciblés. À l'image de ce qui se passe en Islande, où il y a eu une révolution des casseroles en 2008 qui change la constitution, à l'image de l'Afrique du Sud, où il y a eu des forts mouvements économiques, et à l'image évidemment des États-Unis, où on pourrait se demander, Donald Trump, c'est un mania de l'immobilier. Donc je pense qu'il s'est joué quelque chose autour de la construction dont on pourrait peut-être éventuellement parler par la suite. Et le deuxième point, c'est que c'est des gens qui travaillent dans la construction, dans le secteur de la brique, le ladrillo. Donc tous les journaux parlent du ladrillo à cette époque-là, de la brique. Et on a l'impression d'une sorte de boucle fordienne où en fait les ouvriers de la brique sont doublement affectés, comme ouvriers au chômage, qui perdent un peu tout, et comme personnes surendettées. Tout ça, ça nourrit. Donc ça, c'est une ville fantôme que je vous ai montré juste avant. Et ça nourrit évidemment la plateforme des affectés contre les dettes, la plataforma, où on voit des gens très différents de ce qu'on voyait sur la place centrale de Madrid. Des gens racisés, travailleurs de la construction qui viennent d'Équateur, qui viennent du Maroc. On parle quechua et arabe dans la salle. Il y a des traductions et ça devient un vivier de recomposition militante assez étonnante où tous les arcs qui vont des anarchistes aux syndicalistes de la CNT et de l'UGC jusqu'au Parti communiste et ses fractions successives. Et là, sont actifs des militants qui viendront ensuite être à la direction même de Podemos. Quelqu'un comme Irene Montero, par exemple, a été dans cette salle-là à Madrid pendant des années avant de se retrouver ministre, député plusieurs fois et d'être vraiment le fer de lance de la transformation politique du pays. Voilà, alors juste pour terminer, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à mon sens, c'est plutôt ce protagoniste-là qui a fait la transformation politique de l'Espagne. Ça attire l'attention sur les migrations économiques, depuis le Maroc, depuis l'Amérique du Sud, avec l'importation de techniques de lutte dont j'ai pas le temps de parler, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais notamment des escraches qui sont des techniques de mobilisation devant les maisons des députés, des ministres, des directeurs de banques, où on importe ce terme de l'argot de Buenos Aires en Espagne pour en faire un outil de contestation. Voilà, la dernière séquence est moins glorieuse et moins tournée vers les désobéissances que vers les obéissances, puisqu'il y aura la montée du parti d'extrême droite, du Vox, qui peut peut-être s'expliquer par la fin, le non-aboutissement de ces mobilisations sociales en Espagne, quoi. Voilà, mais deux ans après les indignés, il y a l'occupation d'une autre place dont je laisse Usul parler en Turquie. Voilà.
Merci. Alors, donc oui, on part donc 2 années après, donc en 2013, et on part en Turquie. Donc je vais toujours dans la même ligne, un peu sur un peu ce contexte, mais un peu avec une temporalité différente, parce qu'en fait c'est une autre économie. C'est même si en fait bien sûr toute la chaîne de production c'est maintenant internationalisé. Donc les conséquences de toutes ces mobilisations et puis de toutes ces raisons dont vous avez expliqué, que vous avez expliqué aussi, ont eu des conséquences en Turquie 2 années après, donc 2 ans après. Donc en mai 2013. Et donc je vais parler plutôt de ces mobilisations de Gezi, donc de ce mouvement de Gezi qui a eu, je dirais mai-juin, parce que ça a commencé en mai et ensuite ça continue jusqu'au mi-juin. Donc voir un peu comment on peut expliquer ce mouvement. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé, donc vraiment concrètement, donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-ci à Istanbul. Ensuite, comment on peut expliquer, donc comment on l'a expliqué pendant longtemps, et ensuite comment on peut peut-être proposer, est-ce qu'on peut proposer ou en quoi on peut proposer d'autres explications ou d'autres raisons. Et ensuite, je vais expliquer un peu aussi que reste-t-il du Gezi, donc c'est quoi cet héritage de Gezi encore aujourd'hui en Turquie. Donc, j'avais fait la remarque quand on discutait, j'ai fait une présentation sur cette mobilisation, sur ce moment il y a 10 ans, encore dans un congrès, dans une conférence organisée par le HESS aussi, on parlait encore de cette mobilisation, donc justement l'année d'après. Et pour vous dire, donc c'est pas pour vous spoiler sur la fin, mais donc rien n'a changé. Donc à part la couleur de mes cheveux, peut-être que j'ai des cheveux plus blancs. Et donc, mais là, le gouvernement reste pareil et les crises continuent aussi, donc ça persiste. Et les acteurs politiques quand même qui n'ont pas changé aussi, donc ils sont toujours là. Donc, alors pour revenir à ce jour, donc là en fait la photo que vous voyez ici, c'est le parc Gezi, donc qui est au milieu justement au cœur d'Istanbul, donc de la place Taksim, qui a aussi quand même une histoire très importante pour le mouvement ouvrier, pour les mobilisations sociales en Turquie. C'est la place comme un peu la place Tahrir ou autre, donc au sein de laquelle on organise les défilés du 1er mai. Donc en 1977, il y avait eu aussi le 1er mai, le plus sanglant et le plus célèbre aussi de l'histoire du mouvement ouvrier turc, qui a eu sur cette place aussi. Et cette place, donc c'est une place qui est importante symboliquement aussi dans la mémoire de la classe ouvrière, ou dans la mémoire des militants, de toutes sortes de militants. Donc là, le gouvernement AKP, donc le gouvernement du Parti de la Justice et du Développement, qui est au pouvoir depuis novembre 2002, en Turquie, comme parti unique. Et donc, il avait ce projet d'urbanisme, ce projet de réaménagement urbain de ce parc, et de construction de reconstruction d'un ancien caserne ottoman, qui était un peu aussi le symbole des mobilisations conservatrices à l'époque de l'instauration de la monarchie constitutionnelle vers la fin du 19e siècle. Donc il y avait cette histoire ce projet de reconstruction de ce caserne, et donc le projet a été parti ensuite en tribunal, mais finalement c'était acté, et donc il y avait ce projet. Donc la nuit du 31, le jour donc justement du 31 mai 2013, donc il y avait les camions justement qui sont arrivés au parc pour détruire justement le parc, pour la déconstruction, pour la destruction de du parc, et pour donc justement l'organisation la construction pour commencer la construction. Sauf qu'en fait, le jour même, donc il y avait des différentes mobilisations, des différents jeunes qui sont vus l'arrivée de tous ces camions. Et ensuite, il y avait donc un petit groupe de militants assez jeunes qui sont allés sur place pour justement empêcher la destruction du parc. Et ensuite, il y a ça donc sur les réseaux sociaux ou autres, donc on a commencé à parler de cette petite mobilisation. Et ensuite, il y a dans les jours qui viennent, il y a eu donc des différents types de militants, plutôt en fait surtout des jeunes notamment dont on parle tout le temps, donc qui sont arrivés aussi sur place.
Et ensuite, donc le 27 mai, où en fait c'était le premier jour d'arrivée des mobilisations. Et ensuite, le 31 mai, c'était le jour d'une violence policière. Donc il y a quand même une réaction donc, de la police qui est arrivée pour libérer le parc de ces mobilisations et pour reconstruire, pour relancer le projet de construction. Et donc cette répression policière a pu être absorbé, si je peux dire, par des différentes manifestations, par des différents manifestants qui sont aussi arrivés sur place à Taksim. Et à partir du 31 mai, donc ce qu'on appelle Gezi, donc les mobilisations de Gezi, c'est justement de cette occupation du parc le 31 mai et ensuite jusqu'au 11 juin. Où le parc a été repris par la police, par encore une deuxième violence policière. Donc c'est ces 12 jours d'occupation du parc qui était un moment d'effervescence pour les militants de Turquie. Et donc que ce soit donc, un peu comme dans la même manière de printemps arabe ou donc d'Indignados ou d'Occupy Wall Street. Donc c'était 12 jours d'occupation qui a marqué finalement toute la mémoire de démobilisation en Turquie et surtout c'est aussi bien sûr toutes les stratégies de répression des mobilisations sociales aussi en Turquie. Donc ça a eu bien sûr des conséquences sur les militants, mais ça a aussi des conséquences sur les stratégies du gouvernement. Alors, donc, ça c'est un peu plus concrètement ce qui s'est passé. Donc, comment on l'explique? Comment on peut expliquer ce moment alors qu'en fait, avant, il n'y avait pas de mobilisation. Donc, en 2011, en Turquie, il y a eu rien. Donc, on n'a pas eu des mobilisations similaires. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a une partie quand même dans les différents discours, surtout dans les différents dominants, dans le discours dominant du gouvernement, c'était le fait que donc c'était une mobilisation, c'était entre les laïcs et les conservateurs, c'était justement pour effacer cette mémoire, pour effacer l'histoire ottomane de la Turquie et puis de le remplacer avec autre chose. C'était pour renverser le gouvernement un peu dans la tradition du printemps arabe. C'était aussi cette peur aussi qu'il y avait au sein du gouvernement d'avoir cette destruction qui s'est passée un peu comme ça s'est passé dans d'autres pays. Dans les médias internationaux, c'était toujours le discours ce sont des jeunes qui sont arrivés, qui ne sont pas politisés, et donc c'est plus un peu dans le même profil d'autres mobilisations. Donc c'est une partie dans la même ligne des mobilisations écologistes en Turquie, qui était quand même un peu lancée depuis un moment contre le mouvement contre le nucléaire en Turquie, par exemple. Et donc il y avait ça. Et il y avait quand même d'autres chercheurs et chercheuses aussi il y a une littérature abondante sur les mobilisations de Gezi. Ça fait quand même 10 années, on parle partout un peu. Et donc il y avait quand même aussi d'autres interprétations des différents chercheurs et chercheuses. Surtout en fait dans un côté en fait où ce qu'on raconte c'est que il y a surtout en fait des chercheurs économistes marxistes plus orthodoxes qui disent que ce sont des mobilisations de classes ouvrières. Il y avait quand même beaucoup d'ouvriers ou beaucoup de jeunes col blanc mais précarisés. Dont les conditions de travail et les attentes surtout du marché du travail d'avoir une mobilité sociale par leur travail avaient quand même financé, n'a pas trouvé de correspondance, n'a pas trouvé de résultats, et donc une jeunesse assez précarisée, des étudiants surtout, et donc qui étaient sur place. Et alors, en partie, bien sûr, c'était vrai. Statistiquement, il y avait vraiment beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus de jeunes. Donc, celles et ceux qui avaient participé à ces mobilisations pendant 12 jours avaient un niveau d'éducation plus élevé que la moyenne le niveau d'éducation moyen de la population turque. Cependant, en fait, on peut aussi trouver quand même que, comme on peut voir, on peut essayer de comprendre que c'était pas un moment où il y avait quand même tout était explosé et puis tout le monde s'est rendu compte le jour de 27 mai leur mécontentement. En fait, c'était un moment où il y avait quand même déjà des mobilisations, il y avait déjà quand même des petites mobilisations et des raisons de mécontentement de plusieurs couches sociales et de plusieurs militants sociaux. Donc il y avait dans le mouvement féministe depuis quand même début des années 2010, on voyait par exemple qu'il y avait une loi contre
l'avortement qui a été retiré finalement par le gouvernement à cause des mobilisations féministes. Chez les militants kurdes et ou Alevis, il y avait encore aussi des mobilisations. Il y avait encore les processus de paix qui avaient échoué, qui étaient mis en attente. Il y avait chez les jeunesses aussi, chez les étudiants, il y avait déjà des mobilisations aussi. Donc, et chez la classe ouvrière aussi. Donc il y avait quand même aussi une précarisation des classes populaires. Il y avait aussi quand même les syndicats qui étaient aussi mobilisés depuis quand même depuis début des années 2010. Et donc c'était un peu une convergence. Donc tout le monde a trouvé quelque chose dans cette mobilisation, dans ce moment d'occupation, pour y aller et puis pour protester contre les politiques. Donc finalement ça a devenu un peu au-delà, ça dépassait bien sûr la seule raison de destruction du parc et puis de la reprise du parc par les citoyens. Mais c'est plus, ça a devenu aussi des revendications politiques pour aussi, parce que le cible, en fait, c'était la destination, le destinataire en fait des mobilisations, c'était pas le capital par exemple, donc c'était pas une classe ouvrière qui était contre le capital, les détenteurs du capital, c'était pas non plus que les jeunes qui étaient contre ce projet, mais c'était plutôt en fait une mobilisation qui était contre les politiques du gouvernement, que ce soit qui vise directement le gouvernement ou qui vise juste en fait des réformes ou le changement des politiques du gouvernement. Donc c'est plutôt finalement ça a dépassé toutes les mobilisations et puis toutes les revendications de début. Pour finir finalement avec ce qui reste du Gezi et puis c'est quoi en fait l'héritage de Gezi maintenant. Alors il y a eu, bien sûr, comme j'ai dit, que le gouvernement n'a pas changé, ça c'est sûr et certain. Et par contre, ça a eu des conséquences sur l'émergence des nouveaux acteurs dans l'espace des moments sociaux. On a eu surtout la constitution du Parti démocratique des peuples, donc qui était devenu en fait un parti de gauche pro-kurde surtout, et qui a regroupé toutes ces mobilisations du Gezi, qui a aussi regroupé et mobilisé cet entre guillemets esprit de Gezi. Et ensuite qui a pu avoir aux élections de 2015 80 sièges à l'Assemblée nationale par exemple. Donc ouais, c'était un moment important. Et puis il y a eu aussi les syndicats, c'est bien ceux qui se sont rendus compte aussi qu'il y avait peut-être plus de choses à faire chez les jeunes, chez les cols blancs. Et donc ils ont aussi ils se sont aussi sentis un peu obligés de revoir aussi leur stratégie syndicale. Et donc ça a eu aussi des conséquences au sein du gouvernement, parce que le gouvernement aussi a appris comment réprimer les mobilisations sociales. Ils étaient aussi quand même, ils se sont trouvés face à une situation c'est quand même des jeunes, c'était pas les mobilisations des kémalistes des années 60, 70, c'est pas la classe ouvrière. Et donc on a vu quand même la construction et puis de l'achat surtout d'autres pays, l'importation des chars pour jeter de l'eau de pression, de l'eau, du gaz lacrymogène, donc des nouveaux armes qui sont achetées dans d'autres pays et puis qui sont utilisées donc pour réprimer les mobilisations sociales. Donc il y avait quand même toute une série des outils de répression des mobilisations sociales qui sont entrés dans les outils du gouvernement. Donc on peut ensuite maintenant discuter justement. Donc merci de m'avoir écouté. Merci à tous. On va ouvrir du coup au débat. Si vous avez déjà des questions, remarques, attaques frontales. Oui, on peut passer peut-être le micro. Ah oui, voilà. Okay. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, j'ai juste une petite question. J'ai déjà quelques éléments de réponse, mais j'aimerais avoir votre avis. C'est finalement quel est ce besoin de faire la comparaison entre chaque pays et les événements qu'ils ont pu traverser. Est-ce que c'est un besoin de comprendre les dynamiques des révoltes pour mieux les rationaliser? C'est la question que je me posais. Vous avez parlé de l'année 2011 comme étant un début. Vu mon âge, c'était pas un début. Ça faisait longtemps qu'on s'était organisé en tant qu'altermondialiste
Et quand vous parlez de toutes ces révoltes, on était tous présents dans les mouvements altermondialistes ensemble. Donc il y avait des liens entre ces gens qui se révoltaient. J'ai pu suivre précisément toutes ces révoltes, sauf celle de Chine. Et je ne méconnais pas le fait que ça vienne d'un mouvement populaire de chaque lieu, mais il y avait aussi une organisation mondiale contre l'OMC, le système capitaliste, les banques. C'était aussi organisé de façon mondiale. Voilà, je voudrais juste rajouter qu'il y avait cette chance-là que nous n'avons plus, puisque le mouvement altermondialiste s'est arrêté à un moment donné où les jeunes n'avaient plus envie de s'organiser de cette façon-là. Voilà, c'est notre âge qui fait qu'on s'est arrêté. Du coup, dans la continuité des deux questions, là, au Sénégal, on a parlé de dézoomer un petit peu. Est-ce que vous ne croyez pas que vous pourriez dézoomer encore un peu plus pour faire dans la lignée de la question qui était là, notamment sur si on repart des années Thatcher, Reagan, des années 80, est-ce qu'on pourrait retrouver une trame commune sur l'extension du libéralisme, les flux financiers? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la causalité dans les formes de lutte qu'on voit apparaître en 2011, mais qu'on peut retracer peut-être plus loin? Peut-être vous prenez des... Oui, d'abord je voulais dire merci parce que j'ai trouvé ça un peu génial, comme vous avez réussi de nous informer sur ce traverse du monde, disons, et je trouvais ça vraiment très très bien structuré. Chacun a une histoire, une vue officielle, une perspective un peu connue et une contre-perspective de votre côté, etc. Donc c'était vraiment très riche, je trouve. J'ai eu deux questions pour Amine, donc pour la Tunisie. La première, c'est une question de compréhension. Vers la fin, tu as distingué, il me semble, deux stratégies, justement deux perspectives. Une plutôt, tu as dit, démocratique et l'autre économique-politique. C'était déjà la tienne, c'était quoi? C'était une description des mouvements, je n'ai pas tout à fait compris. Et deuxième question, qu'est-ce que tu en penses de cet slogan pain et dignité, qui était quand même un peu... Pain et dignité, non? C'était connu à l'époque. Est-ce que ça joue un rôle pour ton analyse? Est-ce que tu trouves que ce n'est pas ce qui est important, etc. Donc, la question est là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être faire un premier tour de réponse-réaction et prendre d'autres questions après? Est-ce que Amine, tu souhaiterais peut-être répondre sur ces questions à toi directement? Oui. Merci pour vos questions qui sont très intéressantes à plusieurs égards. On va essayer d'être concis aussi pour que continue de circuler la parole. Je vais répondre d'abord à la question de Madame, la première, assez librement d'ailleurs, mais je pense qu'on est assez d'accord. J'ai commencé tout à l'heure en introduction à dire que ces classes d'événements protestataires particuliers, qui ne sont pas des événements protestataires routiniers, qui débordent un peu, qui mettent en branle plus de gens, qui ont des effets assez importants, disruptifs, comme on dirait aujourd'hui à la mode. Ces classes d'événements-là sont rarement comparées entre eux, si ce n'est sur des proximités un peu qui vont de soi. Et notamment, ce sont des proximités que j'appellerais culturalistes. Voilà, on parlait des printemps arabes, on a parlé des printemps des peuples européens à une autre période. Et du coup, ça fonctionne comme des comparaisons implicites. L'idée de cette comparaison un peu plus large, qui nécessiterait beaucoup plus de développement et de réflexion un peu plus précise, c'est de sortir de cette comparaison implicite et imposée finalement que je trouve... que je qualifierais de culturaliste, non pas qu'il faille pas la faire du tout, on l'a fait, et on l'a fait à peu près bien, mais elle est insuffisante pour plein d'autres raisons, et donc notamment par exemple pour comprendre des dynamiques économiques finalement un peu plus en dézoomant. Le mot a été dit, le dézoomer est pour dire l'histoire, mais on peut dézoomer aussi pour regarder l'économie là où elle se pose ailleurs. Bien sûr, il y a des acteurs transnationaux du militantisme internationaliste. Ces récits-là, les organisations arrivent
à les faire, et c'est très bien. Peut-être que ce qu'on essaie de faire nous aussi, c'est en tant que sociologue et de politistes, c'est donner la parole à d'autres ou d'autres perspectives sur ces mobilisations et sur ces différentes formes de mobilisation. Je ne vais pas répondre à toutes les questions qui ont été posées pour laisser aussi l'opportunité de le faire et pas déborder le temps. Les deux questions qui m'ont été directement adressées par Madame, et je l'en remercie. Peut-être qu'en conclusion, j'ai anticipé quelque chose sur lequel je suis en train d'écrire, notamment sur ces questions de comment on peut réfléchir sur ces 10 années passées en Tunisie qui relèvent de la démocratisation et qui relèvent aussi de l'exacerbation des protestations sociales qui mettent en branle beaucoup des classes populaires, que j'ai très rapidement résumé dans ma cartographie un peu rapide. L'idée c'était ça, c'est une lecture de perspective de lutte un peu différente. Dans l'orthodoxie historique des révolutions, on appellerait ça révolution bourgeoise et révolution sociale. L'idée c'est de regarder ce processus-là, qu'on met souvent sous le même chapeau de manière un peu distinctive, pas pour les opposer nécessairement, mais pour regarder comment les dynamiques propres de l'institutionnalisation de la démocratie, qui a failli aujourd'hui, puisque c'est ça aussi l'enjeu. Quentin tout à l'heure disait tout ça pour que finalement Vox gagne, tout ça pour que finalement un dictateur d'un nouveau style prenne le pouvoir en Tunisie sous couvert de rectification de la révolution. Donc il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et la deuxième question, sur les slogans. Le slogan spontané de la révolution, ou en tout cas que j'ai le plus entendu, en essayant de trier entre ce qui relève de l'organisation politico-syndicale et ce qui relève d'opposition, et ce qui relève un peu de forme un peu spontanée, populaire de nommer les choses. Le premier slogan qui a eu du succès, c'était du pain, khobzoumeh ou Ben Ali, du pain, de l'eau et Ben Ali non. L'interprétation d'ailleurs de ce slogan, du pain, de l'eau et Ben Ali non, elle est multiple, et d'ailleurs je suis à peu près pas d'accord avec beaucoup de l'interprétation de mes collègues. Moi je pense qu'il y a une dose un peu d'ironie populaire là-dedans, puisque même avec du pain et de l'eau, nous ne voulons plus de Ben Ali. Je pense que c'est ça la bonne interprétation, en tout cas qui est la mienne. Alors que d'autres gens diront, regardez, émeute du pain. Les gens veulent du pain et de l'eau, alors que Ben Ali n'est plus capable de leur donner du pain et de l'eau. Non, tout le monde mange du pain et de l'eau en Tunisie, c'est pas le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et celle-là, c'est un slogan un peu qui a eu du succès pendant les premiers temps. À partir du moment où les formes d'organisation partisanes et syndicales ont pris du poids du fait de la démocratisation, très tôt, parce que ça s'est passé très, très vite et de manière pas trop sanglante par rapport à d'autres pays, ce qui est très bien. Un autre slogan s'impose, c'est du pain, du travail et de la dignité nationale, et l'autre, je l'ai perdu maintenant, qui ressemble beaucoup à un mot près, et qui reflète beaucoup plus les oppositions au sein de groupuscules d'extrême gauche étudiants. Et donc j'aurais tendance à dire que là on est vraiment dans la sophistication militante idéologique sur ces fragmentations entre les panarabistes marxistes-léninistes et le Parti des travailleurs de l'autre côté, qui ont passé les 20, 30, 40 dernières années à essayer d'exister de manière illégale, beaucoup dans les campus, et qui là reprennent en main le récit. Donc voilà, il y aurait une histoire plus fine à faire, mais je ne sais pas si ça répond à ce que vous disiez. Ouais. Tu veux dire quelque chose, Sidi? Vas-y, je t'en prie. Oui, merci pour les questions qui étaient très riches. Je vais essayer. Moi, j'ai potentiellement quelque chose à dire sur les 3 questions, donc, mais je vais essayer de faire bref. Sur la première question, pourquoi comparer? Parce que en fait, il y a des choses qui circulent en fait. On l'a peut-être pas assez bien dit là, mais dans le cas du Sénégal, par exemple, il y a surtout des références à l'Égypte et à la Tunisie. 3 choses. En février 2011, en mars 2011 et en avril 2011, il y a des gens qui s'immolent devant le Parlement. Et ça, c'est en référence directe à ce qui s'est passé en Tunisie. Au moment où tout le monde se réunit au niveau de la place de l'obélisque, dont je vous ai parlé, il y a cette idée de rester et d'investir la place et de s'organiser à partir de la place. Mais ça ne va pas aboutir. Mais la référence est là. 3e chose, le 23 juin. Je vous ai montré, vous avez vu les photos, l'Assemblée nationale, la pression physique sur les députés qui sont en train de voter. Le palais est à 2 pas. Et il y a cette idée qu'on peut marcher sur le palais, mais ça ne va pas aller jusqu'au bout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un paysage de fond avec
des références qui circulent et qui constituent un paysage mental en fait à ce moment-là. Et donc qui fait potentiellement l'unité de ces mouvements. Il y aurait d'autres choses à creuser, les raisons économiques aussi, on en a un peu parlé. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, alors sur l'altermondialisme, c'est rigolo qu'on en parle parce qu'il y avait le Forum social mondial en fait en 2011 à Dakar. Et ouais. Alors, voilà, d'accord, ok. J'ai cherché, ça m'a indiqué 2011, mais il y a une proximité, voilà. Et il y avait les gens de Y'en a marre à ce forum altermondialiste. Et l'erreur, il me semble, c'est pas celle que vous avez faite, mais qu'on pourrait faire, ça serait de penser qu'en fait, ces leaders se sont socialisés à ce que c'était que l'engagement dans ces espaces internationaux. Et quand on regarde en fait le parcours des gens de Y'en a marre, donc c'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure, ce sont des gens en t-shirt, etc., qui viennent de la culture hip-hop au Sénégal. Et c'est ce qui caractérise ce mouvement, et c'est eux qui vont faire le lien entre la rue et des organisations politiques plus institutionnelles en fait. Et à la fois pousser les organisations institutionnelles politiques à aller dans la rue et puis traduire ces mouvements qui sont dans la rue depuis 2007-2008 en des formes plus institutionnelles. Jouent un rôle de passeur en quelque sorte. Et ces gens-là, en fait, quand on regarde, ce ne sont pas juste des simples rappeurs qui viennent de la banlieue de Dakar, etc. Ce sont des gens qui ont une socialisation militante qui est ancienne. Si on prend les deux principales figures médiatiques du mouvement Y'en a marre, c'est des gens qui viennent d'un groupe de rap qui s'appelle Cœur Guy et qui ont été socialisés au sein du syndicalisme lycéen. Dans les années 90, dans la ville d'où ils viennent, Kaolack, qui est au cœur du Sénégal, qui est une ville plutôt rurale avec plein de problèmes, etc., de salubrité, etc., etc. Et donc ils vont s'illustrer au cours d'un mouvement dans les années 90 avec une grève qui va quasiment aboutir, il me semble, à quasiment une année blanche. Donc ce sont des gens qui ont des socialisations. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui ont une socialisation militante, ancienne, et ils n'ont pas attendu d'investir les réseaux internationaux pour apprendre à se mobiliser. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Et puis peut-être, si j'ai le temps, la troisième réflexion sur voilà, pourquoi on dézoome pourquoi 2011 encore une fois hein, avec cette question de on dézoome et alors il y a forcément aussi une dose d'arbitraire quand on décide voilà 2011 là, pourquoi pas encore plus dézoomer. Là encore, je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe durant cette période. Alors moi, je le fais remonter 2007, 2008, etc. Mais dans ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. On a mentionné le tournant libéral des politiques publiques. Thatcher, Reagan, etc. En Afrique subsaharienne et plus largement en Afrique, ça s'est traduit par quoi? Par ce qu'on a appelé les ajustements structurels. Les ajustements structurels, en fait, ce sont toute une série de réformes qui ressemblent un peu à ce que la Grèce a connu un peu plus tard. Moins d'État, mieux d'État. Suppression des services publics, privatisation des entreprises publiques, des gens qui perdent leur emploi de façon massive, etc., etc. Ça n'a pas engendré les mêmes soubresauts. En tout cas, il n'y a pas eu des mobilisations de la même ampleur que ce qu'il y a eu en 2011. Donc, il n'y a pas eu la même réaction. Et donc, il y a, à mon sens, mais c'est subjectif, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, qui ne s'est pas passé au moment de ce qu'on appelle le tournant libéral. Voilà. Merci, mais j'ai juste deux petits éléments à dire qui vont rassembler peut-être les trois questions. En fait, c'est d'abord pourquoi la comparaison. En fait, on a tendance à penser ce type de mobilisation, mais beaucoup d'autres choses, à partir d'un cadre très, très national, à partir de l'histoire de France, l'histoire de la Tunisie, etc. Et en réalité, du coup, je pense qu'on fausse beaucoup de choses parce que ces mouvements-là, en réalité, circulent. L'histoire est pleine, par exemple, de circulation qui se propagent d'un pays à l'autre en Europe et au-delà. On peut penser au printemps des peuples de 1848, par exemple. Et en fait, quand on parle de printemps arabe, c'est une référence directe à ça. Et c'est le mouvement qui a aboli les monarchies en Europe quand même, le mouvement 1848, et on ne peut pas le penser juste en France. De la même manière, en fait, on ne peut pas penser la révolution russe de 1917 si on ne fait pas intervenir tout un tas d'autres soulèvements jusqu'aux paysans bolcheviques bulgares et les grèves générales en Argentine à la fin des années 20. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus important de raisonner de cette façon-là qu'en fait, d'autres courants politiques le font et le font très bien sans qu'on sache forcément le faire. Un exemple,
Il y a une chercheuse qui est à Ottawa qui s'appelle Rita Abrahamson qui a travaillé sur l'extrême droite suprématiste blanche d'Afrique du Sud et les meurtres de fermiers blancs comme étant la pointe avancée de la défense de la suprématie, enfin de la défense de la civilisation contre la barbarie. Et ben cet exemple-là, qui fait abstraction de plein de choses, que l'Afrique du Sud est de toute façon un pays en fait très violent, donc ça rime à rien de l'extraire de son contexte. C'est devenu une référence au Front National, chez Viktor Orban en Hongrie, chez Donald Trump aux États-Unis, etc. quoi. Donc c'est intéressant. Voilà, surtout aujourd'hui, les choses circulent. Et les choses circulent parfois même de façon implicite, pas aussi évidente que pour le mouvement altermondialiste dont vous parliez tout à l'heure, où là c'est explicite. C'est effectivement des groupes de différents pays qui vont à Seattle en 99, qui vont à Gênes en 2001 se battre contre les carabiniers de Berlusconi, où là il y a une geste, une histoire à laquelle se rattacher qui peut faire penser à de l'internationalisme. Mais en fait, quand on compare les choses, on s'aperçoit que peut-être il existe une forme d'internationalisme des luttes, non explicite, mais qui est bien là quand même, quoi. Et qu'on oublie trop souvent à cause de cette vision un peu nationale des choses, quoi. Est-ce que Ushul ou Gilles, vous avez des... Ah ouais. Rapidement, la question pourquoi comparer, c'est aussi pour ne pas essentialiser certaines mobilisations sociales. Par exemple, là, pour le cas de la Turquie, là, on peut tout à fait dire que c'était juste une mobilisation ou un mouvement contre les laïcs et les islamistes et les conservateurs, parce que peut-être le mouvement, est-ce que la classe ouvrière en Turquie, ça existe? Est-ce que les syndicats jouent vraiment un rôle? Est-ce que finalement, la crise de 2008, est-ce que ça a eu des conséquences? Quel est le lien? Donc c'est aussi pour ne pas dire que c'est pas parce que c'est en Turquie que c'est lié seulement aux enjeux qui sont qu'en Turquie en fait. En plus, l'économie, quand même, c'est international maintenant, tout est mondialisé. Donc il y a quand même une crise en Europe peut avoir des conséquences directes ou indirectes, mais tard ou tôt en Turquie aussi. Et donc pour quand même pouvoir suivre aussi la circulation de l'argent, la circulation des questions financières, la circulation même de la dégradation des conditions de travail. C'est-à-dire que là, par exemple, en discutant en lisant sur la crise de 2008 et puis en discutant avec vous, avec tout le monde, donc je me suis dit, par exemple, là, la crise de 2008, finalement, c'était bénéfique en Turquie pendant quand même 3-4 années, parce que là, quand en fait il y avait une crise financière en Europe, finalement les entreprises européennes ont cherché de la main-d'œuvre moins chère. Et ils l'ont trouvé en Turquie, par exemple. Ils ont trouvé quand même aussi un droit social, un droit de travail qui était beaucoup moins protecteur que par rapport en Europe, des cotisations sociales beaucoup moins importantes. Et donc finalement, ça a créé aussi une dégradation des conditions de travail de la classe ouvrière en Turquie. Et donc, ce sont des liens, parfois on ne fait pas forcément, on dit oui, c'est un gouvernement autoritaire, donc c'est normal qu'il y ait des mobilisations, c'est normal qu'il n'y ait pas de droit du travail qui n'est pas très développé, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est aussi une crise qui est globale, et puis des stratégies d'entreprise, du capital qui sont aussi à peu près similaires. Donc c'est pour ça que ça permet aussi de décloisonner notre espace et puis nos régions, et puis de pouvoir dialoguer et voir tous ces liens en fait. Donc voilà. Et sur le mouvement altermondialiste, bien sûr, il y a eu justement des trucs aussi dans le mouvement altermondialiste qui ont fini par avoir deux lignes différentes. Donc il y a une ligne libérale qui a aussi soutenu le gouvernement au moment de son élection, et il y a une ligne qui est plus marxiste, plus de gauche, qui sont retrouvées justement aussi aux mobilisations de Gezi. Ouais. Oui. Est-ce qu'on a Ah pardon, ouais. Ah non, excuse-moi. Voilà, moi je vais juste aller dans leur sens pendant juste une seconde, c'est que en fait les études chinoises et sinophones, elles ont beaucoup étudié ces mobilisations donc de Hong Kong et elles ont comparé, on va dire Hong Kong, Taïwan,
Chine, voilà, les milieux sinophones sont vraiment déjà très 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 bien au courant de comment théoriser autour de ces mouvements-là, comment expliquer toute une série de variables, etc. Et du coup, c'est important aussi d'aller voir d'autres modalités de comparaison parce que, voilà, typiquement 2008, c'est une crise économique mondiale, mais en Chine, en fait, elle se traduit par un investissement extrêmement massif dans les infrastructures et dans la construction qui crée beaucoup de croissance économique, en fait, et du coup qui est masquée, en fait, et c'est seulement aujourd'hui qu'on voit les conséquences de... donc c'est pas immédiat, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a des choix économiques aussi pour peut-être masquer la crise ou pour juste la décaler dans le temps parce que effectivement elle se ressent aujourd'hui, quoi. Donc effectivement faire des comparaisons, par exemple Chine, Espagne, ça pourrait être intéressant, ou Italie ou Grèce, ça pourrait être intéressant aussi, quoi, dans d'autres perspectives, bien sûr. Voilà. Peut-être faire circuler le micro à nouveau. Ouais, allez-y. C'est bon, oui. Bonjour. Moi, j'ai une question justement par rapport à l'internationalisme. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, après avoir observé la montée de plusieurs révoltes, qu'il y a une possibilité de révolte globale et internationaliste pour soutenir la Palestine et maintenant le Liban, et donc un vrai mouvement peut-être pan-arabe et décolonial en même temps, et aussi quels sont les moyens d'action qu'on peut mobiliser? Voilà, les manifestations, il y en a plein, Marseille, il y en a plein partout, il y a eu des occupations de Sciences Po de plein de lieux. Est-ce que vous, avec votre regard justement international, vous pouvez imaginer qu'il peut se passer quelque chose de fort, internationaliste, pour soutenir la Palestine, et aussi peut-être de désobéissance civile voilà, pour cette lutte? Merci. Bonjour, merci. Désolée pour mon français, je comprends tout, mais mon français n'est pas encore très bien. Mais j'ai une question sur la méthode de comparer. J'essayais en français, désolée. Mais c'est très intéressant la manière, toutes les luttes, tous les mouvements sociaux sont au niveau régional pour l'Espagne, par exemple, mais aussi national, mais aussi supranational. Par exemple, en Espagne, avec 15M, c'est aussi contre le rôle de l'IMF et European Central Bank. Et je me demandais si le niveau supranational est aussi important pour Tunis et Hong Kong et aussi Sénégal, parce que la situation gouvernementale, mais aussi l'économie politique sont aussi influencées par les histoires coloniales. Et oui, c'est important aussi pour ce mouvement. C'est mon question. Merci encore pour la deuxième question, ou plutôt remarque. Je voulais revenir sur ce terme qui était dit tout à l'heure par vous. C'est la culturalisation des événements, des mouvements sociaux. Et je voulais vous demander, et à la fois, oui, peut-être savoir qu'est-ce que vous en pensez, ou oui. Des fois, et moi aussi par exemple, on parle de la culturalisation, le néolibéralisme qui culturalise les phénomènes sociaux. Donc ça va, à mon avis, ça va au-delà des mouvements dont vous venez de raconter là, mais ça touche aussi par exemple la question chômage, la question syndicalisme. Moi je travaille sur les syndicats et je peux vous dire les mouvements de retraite en France, mais aussi autres mouvements, ont souvent présenté comme justement culturel, un peu derrière les choses, disons, un peu traditionnel, etc. Donc ça c'est que des exemples pour dire il y a un petit discours qui parle justement de cette culturalisation des faits sociaux, du social, par ce qu'on peut appeler néolibéralisme. On peut discuter sur ce terme-là, néolibéralisme, mais sur le libéralisme actuel, capitaliste. Deuxième sous-question là-dessus, vous n'avez pas mentionné le terme, je ne sais pas comment ça se traduit,
methodological nationalism, so nationalisme méthodologique. Si, vous l'avez dit? Ok. Donc voilà, ça c'est très important, je trouve. Et troisième point, juste comme question, comme conclusion de ce que j'avais dit avant, au fond, je crois que vous faites plus qu'une comparaison, vous faites quelque chose que moi j'appellerais une perspective transnationale. Donc ça traverse les pays et on compare évidemment, mais on fait aussi des liens, etc., politiques, économiques et autres. Donc est-ce que vous avez des démarches théoriques aussi là-dessus, hein, d'histoire par exemple ou autres? Moi, je le sais pour le syndicalisme et le travail, c'est très dur parce qu'il y a très peu, parce que là aussi, le nationalisme joue beaucoup, le nationalisme méthodologique joue beaucoup sur le travail et le syndicat. Donc, je me bats avec cette question, comment on peut développer une perspective transnationale sur ces questions. Donc, je vous demande, vous, qu'est-ce que sont vos approches transnationales, conceptionnelles, théoriques? Merci. Ah, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce que... Dernière question. Oui, d'accord, très bien. C'est un peu dans le prolongement de ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que pour l'ensemble de ces mouvements sociaux auxquels vous avez participé, est-ce que vous avez justement dans le cadre qui aurait du sens par rapport à cette comparaison, finalement, quelle forme a pris les références aux autres mouvements sociaux qu'on a pu avoir? Parce que par exemple, je sais que dans le mouvement, par exemple, des Gilets jaunes, il y a eu des références au parapluie hongkongais. Inversement, à Syntagma, il y avait des références aussi de ce qui se passait, enfin en Grèce, hein, je veux dire. Il y avait des références de ce qui se passait en Espagne. Et du coup, en fait, dans les discours, finalement, sur le terrain, est-ce que vous avez vu et entendu certaines choses qui justifient en plus activement cette comparaison? Et ma deuxième question, ce serait aujourd'hui, donc après 13 ans, est-ce que vous avez encore un suivi de certains acteurs que vous avez pu rencontrer là-bas? Et justement, finalement, quels ont été les impacts sociobiographiques de la participation de ces mouvements sociaux sur le courant de leur vie, et pas seulement à ceux qui sont devenus du coup des chefs politiques, qui sont intégrés dans une forme de normalisation politique? On peut répondre déjà à cette salve de questions. Oui, Judith? Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être commencer par la question postcoloniale, parce que du coup, c'est évidemment une variable très très importante pour comprendre le cas hongkongais, vraiment clairement. Et puis pour comprendre aussi les racines, bien sûr, économiques de fabrique en fait du capitalisme chinois, mais aussi du capitalisme à Hong Kong en fait, et du libéralisme économique mis en place par l'Angleterre. Pour rappel contextuel, donc Hong Kong a été placé sous domination britannique suite aux guerres de l'opium, donc aussi dans un contexte, dans un héritage historique assez violent et difficile. Mais là, c'est vraiment au-delà de ma spécialisation. Et du coup, là, je recommande vraiment les travaux de l'historien Sébastien Weg, qui connaît très très bien en fait toute cette histoire en fait, et comment elle explique. Elle donne aussi beaucoup de clés pour comprendre en fait les mobilisations actuelles et les questions en fait autour de ces incertitudes de la rétrocession. Il faut savoir aussi qu'il y a cette temporalité en fait des 50 ans du principe du un pays deux systèmes en Chine, qui a été négocié par les Britanniques pendant la rétrocession en 97, et qui du coup place cette espèce de moment 2047 comme une grande incertitude pour en particulier la jeunesse, etc. Cette question temporelle, elle les anime évidemment plus que les générations âgées qui voient pas forcément leur avenir dans cette fin du principe en fait. Donc voilà, ça c'est peut-être juste ma compréhension, mais je vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans. Ensuite, pour la circulation des références, alors là, clairement, j'ai pas non plus aussi donné le contexte de Hong Kong, mais en fait à Hong Kong, l'internet, la presse, etc., ça circule librement. En fait, on peut se connecter autant aux réseaux sociaux chinois qu'aux réseaux sociaux internationaux. Donc, bien sûr que la référence à tout autre phénomène d'actualité, elle est connue, elle est discutée, elle est possible, et donc c'est vraiment, là il y a beaucoup de travaux aussi sur les médias à Hong Kong, l'économie politique des médias, sur les circulations, les analyses de discours en fait, pour comprendre comment différentes
naissance de slogans, se font référence, etc. Enfin, les études culturelles, pour le coup, elles ont vraiment bien travaillé ces sujets-là. Donc aussi, c'est très très riche et il y a en fait cette circulation des références clairement, voilà, que ce soit en 2014 ou en 2019 plus récemment quand on voilà. Merci beaucoup Judith, merci beaucoup à vos questions qui sont à la fois très riches et très nombreuses désormais. Je essaye de répondre à deux de celles-ci en regroupant en fait. J'ai entendu des choses très intéressantes, nationalisme méthodologique. Il a pas cité l'expression, mais c'est ce qu'on avait en tête. Je pense qu'il y répondra. Mais nationalisme méthodologique, histoire transnationale, comparaison et jeu d'échelle, colonialisme, FMI, Banque mondiale, tout ça relève pour moi d'une première, qui me permet de répondre d'une première façon. D'un point de vue théorique ou en tout cas d'un point de vue méthodologique, en tant que sociologue, politiste ou anthropologue du politique ou ce que vous voulez, je bute, comme nous tous, face à quelque chose qui s'appelle comment observer et comment restituer les choses. Donc en fait, théoriquement, on peut avoir beaucoup d'ambition on peut poser plein de questions très intéressantes, on peut difficilement y répondre si on n'a pas un protocole d'enquête particulier. Donc il est très difficile de faire ce qu'on essaye de faire, nous, ici, modestement, et ce que vous appelez de vos voeux les uns et les autres. Donc on ne va pas avoir une discussion méthodologique ici, mais où observer, comment observer est une des gageures. Comment j'ai fait moi, le jeu d'échelle et les histoires transnationales sont souvent pensées comme la nécessité d'aller à Washington, d'ensuite d'aller à Johannesburg et ensuite aller au siège à Rome de je ne sais quelle organisation internationale. C'est possible, ça aide à répondre à certaines questions, mais ça ne permet pas tout. Une des manières avec lesquelles on peut travailler aussi, c'est de considérer que l'empilement de ces échelles peut aussi être observé dans les mêmes endroits. Les effets de l'international, qu'ils soient l'économie politique des marchés, qu'ils soient les formes de représentation sociale dominantes ou mineures, etc., peuvent être observés dans un quartier populaire de la banlieue de Tunis. C'est comme ça que j'ai travaillé. Ça ne veut pas dire qu'il faut externaliser, on dirait même en faisant un petit jeu de mots, externaliser les questions de « et alors là-dedans ?» Que reste-t-il du postcolonial? Et alors là-dedans, où est la Banque mondiale et ses injonctions, ou ses politiques publiques d'ailleurs, etc. Et j'en veux pour preuve une petite réponse concrète, c'est que la Tunisie, à quasiment nulle part égale après 2011, a été la capitale des organisations, des ONG, des organisations intergouvernementales, de divers, panoramiques gigantesques, de leitmotiv, de ressources, etc. Moi, j'essaie d'écrire en ce moment la démonstration que cette société civile internationale, en faisant des jeux de mots, vous me les passerez, a produit en contraste une société incivile locale qui pourtant était au cœur même de ce que vous avez vu dans la carte. Non pas que des collègues d'une ONG d'extrême gauche de Palerme, quand ils débarquent à Tunis, intentionnellement, ils essayent de faire en sorte que ces multitudes qui se sont mobilisées deviennent inciviles, mais de fait, ça a produit ça. La démocratisation tunisienne a produit une société civile légitime qui fonctionne selon certaines ressources, capitaux sociaux, culturels et certaines modalités d'action qui finalement ont exclu les autres, qui avaient pourtant, comme le disait très bien Sidi tout à l'heure, leur socialisation, leur manière de concevoir le politique légitime, leur manière de voir comment les choses devaient changer. Donc ça, c'est une première réponse un peu concrète sur comment observer ici et maintenant, en faisant une anthropologie politique un peu approfondie, ces empilements. Et bien sûr, là-dedans, il y a des initiatives postcoloniales, il y a des néocolonialismes sous des différentes formes. Donc on pourrait discuter de toutes ces choses-là, mais il faut l'incarner, le faire de manière concrète. J'ai beaucoup aimé aussi votre remarque sur le néolibéralisme crée du culturalisme, ou en tout cas la culturalisation des faits sociaux. Je bute, moi, personnellement, face à ça. Non pas que je ne constate pas que le néolibéralisme, sous ses différentes formes, même loin, là-bas, ne produise pas des destructions de certains liens sociaux, mais je bute aussi sur cette lecture qui voudrait, par exemple, qu'un retour à des liens primordiaux
le tribalisme, par exemple, la réémergence du tribalisme en Tunisie après 2011. Les gens, ils ont dit, ben, vous voyez, c'est n'importe quoi. Alors, soit ils disent, il fallait remettre un vrai despote pour gérer ces choses-là. Vous avez vu, ils sont revenus se venger du régime bourguibiste. Soit ils diront autre chose, et ils diront, ce sont des gens qui sont dans l'anomie sociale, dans la déstructuration du lien. Alors même qu'ils essaient de s'organiser eux-mêmes, peut-être, et il faut du coup le documenter, pour changer des politiques économiques, pour changer l'ordre social et politique qui les régit. Donc je bute aussi sur, ok, il faut démontrer finement comment le néolibéralisme détruit certains liens sociaux en les culturalisant. En gros, on ne réfléchit plus en termes généraux, en termes de classe, on réfléchit en termes de segmentaire, on va le dire vite. Mais en même temps, cette segmentarisation de tous, peut-être qu'elle cache aussi des formes d'économie morale plus générales. Merci beaucoup Amine. Juste un petit point sur la transnationalisation. Oui, c'est effectivement tout à fait ce qu'on a essayé de faire, mais c'est pas forcément sous la forme d'un discours explicite de référence aux autres mouvements, contrairement à une autre question. C'est parfois des importations non théorisées qui viennent d'ailleurs. L'escrache qui vient d'Argentine et qui est importée au cœur de la crise économique en Espagne, elle a par exemple 2 vies antérieures. La première vie antérieure, c'est 2001, la grande crise qui touche l'Argentine, qui pousse des migrants argentins pour des raisons purement économiques et non politiques à aller en Espagne, qui travaillent dans différents secteurs et qui vont être du coup les importateurs de cette technique d'aller cibler physiquement, directement les principaux responsables de la crise. Mais elle a une histoire antérieure qui est celle de la disparition pendant la dictature argentine de tout un tas de personnes qui ont été tuées dans les geôles, et c'est là que les scratchés arrivent, et c'est là qu'on tape sur des casseroles, comme on le fera en plus en Islande, et comme on l'écoutera tout à l'heure dans le cas de la Turquie pour terminer en musique. Mais ça vient encore au-delà des migrations italiennes pendant les années 30 qui viennent s'installer à Buenos Aires et qui créent cet argot italo-argentin qu'on appelle le long fardeau, d'où vient le terme escrachear, qui veut dire prendre une photo. Donc c'est une photo très politique, etc. Je pense que c'est plus ce type de circulation très concrète et très pratique qui explique les disséminations des mobilisations que des discours théoriques, parce que les gens ne lisent pas forcément les journaux. Alors, deuxième point très rapide sur la Palestine quand même, parce que merci d'avoir posé la question. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut avoir des références historiques sur les mouvements anti-guerre, c'est-à-dire le Vietnam, la guerre en Irak peuvent être des bons exemples. Il y en aurait en fait beaucoup d'autres à trouver. Mais ce qui est sûr, c'est que là, c'est une sorte de synchronisation dans différents pays pour une cause commune. C'est encore un exemple un peu différent. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a deux choses, peut-être qui peuvent nous faire réfléchir. Je le dis très rapidement. Il y a à la fois créer des liens entre les différents pays, des sortes de comités de mobilisation. Le comité Vietnam national, par exemple, était en lien avec parfois les anciens vétérans américains, en dissidence, ou les refusniks en Israël, etc., qu'il ne faut pas forcément oublier parce qu'il y a aussi une culture d'opposition à l'intérieur de l'État Israël à la guerre elle-même. Enfin voilà, ce type de choses, à mon avis, sont importantes, mais c'est aussi la traduction dans les économies politiques locales des problèmes, c'est-à-dire aller, je terminerai sur ça, c'est trouver un ennemi local, mais qui renvoie à une circulation plus grande, quoi. Par exemple, les universités ou autres. Et parfois, en fait, le cadre national, il est faux pour cette raison-là. C'est qu'en fait, il y a parfois ces 2 toutes petites régions, 2 petites villes qui sont connectées internationalement, plus que 2 grands pays. Donc parfois, c'est plus concret et local de passer à l'échelon supérieur, paradoxalement. Voilà. Oui, très rapidement. Je vais pas, du coup, il y a une question qui m'a interpellé, c'est quelqu'un a dit ce qu'on avait participé au mouvement, etc. Je n'ai pas participé au mouvement de 2011, donc il n'y a pas de confusion. Je n'ai pas fait spécialement d'enquête en fait sur ce mouvement en 2011. Moi, mes thématiques de recherche, c'est plutôt le syndicalisme, le travail au Sénégal. Donc j'interviens plutôt en tant que connaisseur du contexte national sénégalais.
sur la question qui suivait sur l'impact biographique de ces mouvements. Du coup, j'ai pas d'enquête, je peux pas dire voilà le militant lambda qu'est-ce qu'il est devenu. En revanche, ce que je peux dire, c'est que la mémoire de ce qui s'est passé en 2011 a un impact en fait sur la façon, sur ce qui se déroule au Sénégal. Il y a eu, en fait, on s'est retrouvé exactement dans la même situation, dans une situation très proche, il y a quelques mois au Sénégal, avec un président qui voulait effectuer un troisième mandat, qui a suspendu les élections, voilà, une répression assez violente. Et en fait, cette mémoire du 23 juin. Il me semble, un aspect positif et puis un aspect négatif. Cette mémoire du 23 juin, elle contraint en fait le politique. C'est-à-dire qu'elle alimente un récit que le Sénégal a sur lui-même. Et ce récit, c'est que voilà, le Sénégal est une démocratie et qu'il ne faut pas trahir ce récit. Et donc, il vient contraindre le politique et limiter les marges de manœuvre d'un président qui voudrait faire un troisième mandat ou faire un coup d'État. Ça, c'est un. Et de deux, quand même, on peut être un peu pessimiste, puisque voilà, la répression a été plus forte. Il y avait une loi antiterroriste qui avait été votée et donc qui a empêché les manifestations. Cette jonction entre la rue et des formes plus institutionnelles de politique a pas pu se faire. Le M23 ou l'équivalent du M23 a pas pu réémerger. On a quand même, il y a quand même eu une fin heureuse puisque l'alternance a pu se faire et il y a un opposant politique qui est arrivé, mais voilà, le même problème se repose. Voilà. Merci beaucoup Sidi. Un tout petit mot sur cette dernière question que tu as bien fait de rappeler, celle sur finalement les conséquences biographiques de l'engagement dans d'autres pays, qui répond d'ailleurs à tout ce que nous avons dit. Moi, personnellement, et c'est aussi l'enjeu du travail que je suis en train de faire, je travaille sur la séquence tunisienne pendant 10 ans, donc 2011-2021, et mon suivi longitudinal, dirions-nous en sociologue, de trajectoire d'individus et de groupes au-delà de l'événement même révolutionnaire tunisien m'a mené à en rencontrer d'autres dans des manifestations à Plaça Catalunya pour une partie de mes interlocuteurs que j'ai retrouvés par hasard en Espagne, puis ensuite à Marseille, à Paris, Nuit debout, les Gilets jaunes, etc. Et là aussi, c'est pas du tout des gens qui sont... Et je ne sais pas répondre à ta question, Ben, je crois que j'ai reconnu ta voix. Je ne sais pas répondre totalement à cette question de ce que ça fait à leur nouvelle vie, puisqu'on n'a pas une distance sociale suffisante pour savoir ce que ça fait à l'échelle d'une vie pour quelqu'un que j'ai rencontré à 20 ans ou 25 ans en Tunisie et que j'ai revu à 35 ans de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ce que je sais, c'est que la continuité militante ou la continuité de la conversion de ce type d'action collective est très coûteuse, davantage encore peut-être en Europe que dans leur pays d'origine, sous un régime autoritaire, puisque d'abord parce qu'ils sont souvent en situation irrégulière pour une partie de ceux que je connais, et donc en France, quand on est sans papier, qu'on doit travailler tous les jours, ils y vont aux manifestations parfois, mais on ne va pas aller aux réunions, on ne va pas faire perdurer le mouvement. Donc les contraintes en fait en démocratie pour ces gens-là sont aussi importantes du point de vue de la mobilisation, etc. Mais je pense que la question, là tu touches du doigt une très bonne question qui ferait le tour de la question qu'on se pose, c'est-à-dire finalement que deviennent des gens qui ont un rapport aux politiques qui se décline dans plusieurs pays, et comment on peut raconter ces événements protestataires du point de vue de leur vie. Mais il faut qu'on ait un peu plus de recul, ou en tout cas qu'on fasse de l'histoire, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et on finit en chanson. Ouais. Oui, ça c'est le projet pour une autre table ronde. Et là, on a une petite chanson de la mobilisation à Gezi en 2011. En 2013, pardon. Tu veux la lancer ou en dire deux mots ? C'est une chanson justement qui est réalisée au début par des militants avec des casseroles et juste en fait ce bruit des casseroles. Et ensuite ça a été repris par un groupe de gauche, groupe de musique de gauche. Et donc voilà, c'était juste pour un peu l'idée de vous faire écouter. Voilà. Et malheureusement, on doit quitter la salle, nous autres. Et donc je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, mais on pourra continuer peut-être en dehors de la musique. Chanson de générique. Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş. Aman aman bıktık valla, aman aman şiştik valla. Bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş. Gel yavaş
yavaş gel yerler yaş